Les genoux de Margaret Callahan heurtèrent le sol du tribunal avant qu'elle ne puisse les retenir. Pas par chagrin, pas par prière, mais sous le poids de la voix d'un juge lui annonçant qu'elle n'était plus propriétaire de sa propre terre. Elle avait 26 ans, elle était veuve et se tenait dans une pièce remplie d'hommes qui avaient déjà décidé de son avenir. Puis la porte du tribunal s'ouvrit à la volée et l'homme le plus dangereux du territoire du Wyoming entra pour l'épouser. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais elle connaissait sa réputation. Et que Dieu lui vienne en aide, elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et suivez le parcours de Margaret jusqu'à la toute fin. Laissez un commentaire avec la ville d'où vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. La salle d'audience sentait la sueur, le tabac et quelque chose de pire. Quelque chose qui s'accrochait au mur de chaque pièce où des hommes décidaient du sort des femmes. Margaret Callahan se tenait à l'avant, les doigts si serrés que ses jointures étaient devenues blanches depuis 10 minutes. Elle ne les avait pas desserrées depuis. Elle ne le pouvait pas, car si elle le lâchait, ses mains se mettraient à trembler. Et si ses mains tremblaient, tous les hommes dans cette pièce le verraient, et elle préférerait mourir plutôt que de leur donner cette satisfaction. Le juge Hawthorne ne la regarda pas en parlant. Il regardait les papiers, toujours les papiers, comme si la loi vivait sur ses pages et non dans la femme qui se tenait à 1 mètre de son banc. Madame Callahan, dit-il, la loi sur la propriété territoriale de 1874 est claire. Une femme ne peut détenir un titre de propriété pour une terre de plus de 40 acres sans l'autorité légale d'un tuteur masculin, d'un mari ou d'un curateur désigné. Je sais ce que dit la loi, dit Margaret. Sa voix ne trembla pas. Elle s'y était entraînée. Entraînée devant le miroir à 4 heures du matin, alors que la maison était encore sombre et que les bottes de son défunt mari étaient toujours près de la porte, là où il les avait laissées il y a 6 mois. Alors vous comprenez, je comprends que mon mari est mort en protégeant cette ville, juge. Je comprends qu'il a été shérif pendant 9 ans. Je comprends que la terre dont vous parlez a été achetée avec l'argent qu'il a gagné et que j'ai géré. Alors oui, monsieur, je comprends la loi. Je ne comprends juste pas pourquoi elle s'applique à une femme qui a bâti la moitié de ce sur quoi cette ville repose. Silence. Pas le genre de silence respectueux, le genre qui s'installe quand une femme parle trop longtemps dans une pièce où elle n'était pas censée parler du tout. Le juge Hawthorne retira ses lunettes, les nettoya, les remit. La loi ne fait pas d'exception pour les sentiments, Madame Callahan. Depuis le banc du fond, une chaise grinça. Victor Crowley décroisa les jambes. Il ne se leva pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque homme à Red Hollow savait que lorsque Victor Crowley déplaçait son poids, le sol tremblait avec lui. « Si je peux me permettre votre honneur, dit Crowley, et sa voix était de ce genre de douceur qui retournait l'estomac de Margaret. La voix d'un homme qui avait déjà gagné et qui voulait que tout le monde le regarde encaisser son dû. La propriété Callahan s'étend sur 412 acres de pâturage de premier choix, adjacent au corridor ferroviaire proposé. Madame Callahan, que Dieu la bénisse, n'a pas de contremaître, pas d'ouvrier valable et aucun statut légal pour conserver le titre de propriété. Il marqua une pause, sourit. Pas à Margaret, au juge. J'ai fait une offre équitable, 2 fois. Margaret se tourna pour lui faire face. Vous m'avez offert 1200 l'acres, Monsieur Crowley, pour une terre qui en vaut 3 $. Ce n'est pas équitable. C'est du vol avec une poignée de main. Un murmure parcourut l'assemblée. Le sourire de Crowley ne scia pas. Je vous ai aussi offert un poste dans ma maison, gouvernante, confortable, respectable. Vous m'avez offert une cage avec des rideaux. Je vous ai offert la survie, Madame Callahan, et je vous ai dit non. Le murmure grandit. Le juge Hawthorne frappa une fois de son marteau et la salle obéit. « Assez, dit le juge. Madame Callahan, la Cour vous donne 14 jours pour présenter un tuteur légal masculin pour la propriété. Si vous ne le pouvez pas, elle n'aura pas besoin de 14 jours. » Toutes les têtes se tournèrent. La porte du tribunal s'était ouverte sans que personne ne l'entende. Rien que ça aurait dû être le premier avertissement. Les grandes portes ne s'ouvrent pas en silence, sauf si l'homme qui les ouvre sait se déplacer sans faire de bruit. Luke Mercer se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était grand, pas le genre de grandeur qui s'annonce, le genre qui remplit simplement l'espace où il entre et défie quiconque de s'y opposer.
Son chapeau était baissé, une ombre coupant une mâchoire qui n'avait pas vu de rasoir depuis des jours. Sa chemise était tachée de poussière, ses bottes presque usées au talon. Mais c'étaient ses yeux qui figèrent la pièce. Froid, pas en colère, pas menaçant, juste vide. Comme le deviennent les yeux d'un homme qui en a assez vu pour ne plus réagir à ce qu'il voit. Margaret ne l'avait jamais rencontré, mais elle connaissait le nom avant que quiconque ne le dise, car chaque femme du territoire du Wyoming connaissait ce nom. Luke Mercer, chuchota quelqu'un. Le boucher. Seigneur, ayez pitié. Le sourire de Crowley se fissura enfin. Juste une fraction, mais Margaret le vit. Luke descendit de l'allée centrale. Ses bottes ne se pressaient pas, n'hésitaient pas. Chaque pas atterrissait comme une phrase se terminant par un point. Il s'arrêta à 1 mètre du banc du juge. Il n'enleva pas son chapeau. « Votre honneur, dit-il, et sa voix était basse, rauque, la texture d'une route que personne ne voulait emprunter. Je suis ici pour épouser Madame Callahan. » La salle d'audience explosa. Margaret sentit le sol basculer sous ses pieds. Elle s'agrippa au bord de la barre des témoins et tint bon. « Vous, commença-t-elle. « Je vous connais, dit Luke. Il ne la regardait toujours pas. « Je sais. » Le juge Hawthorne se pencha en avant. « Monsieur Mercer, vous avez une réputation qui vous précède de plusieurs centaines de miles. 3 hommes morts à Silver Creek. Une prime sur votre tête dans 2 territoires. Vous vous attendez à ce que cette cour... La prime a été levée. Vérifiez vos dossiers. » Luke sortit un papier plié de l'intérieur de son manteau et le posa sur le banc. « Grâce du gouverneur territorial, signé et scellé. J'ai servi comme éclaireur pendant la guerre et j'ai été engagé par les Marshals des États-Unis pendant 4 ans après. Chaque homme que j'ai tué tenait une arme. » Il marqua une pause. Chaque homme, le juge ouvrit le papier, le lut, le relut. Crowley était maintenant debout. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas permettre... » « Je suis un homme libre avec un statut légal, dit Luke. Il n'avait toujours pas élevé la voix. Je propose de prendre la tutelle légale de la terre des Callahan par le mariage. La loi le permet. La loi ne l'oblige pas à accepter un meurtrier, cracha Crowley. Elle ne l'oblige pas non plus à accepter un voleur, dit Luke. Et pourtant, vous êtes là, silence de mort. Margaret regarda le visage de Crowley passer du rouge au blanc. Elle n'avait jamais vu ça auparavant. Pas une seule fois. Le juge Hawthorne posa le papier. « Madame Callahan, dit-il lentement, c'est sans précédent, mais la loi est la loi. Les documents de M. Mercer semblent légitimes. Si vous consentez à ce mariage, la propriété reste sous tutelle conjointe. » La gorge de Margaret se noua. Elle regarda Luke Mercer, la cicatrice qui courait de son oreille gauche à sa mâchoire, les mains qui avaient tué des hommes, les épaules qui portaient quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose de lourd, de permanent et de plus vieux que ses années. Il la regarda en retour et pour la première fois depuis son entrée, il lui parla directement. « Je ne vous demande pas de me faire confiance, madame. Je vous demande de me laisser vous aider à garder ce qui est à vous. »« Pourquoi ?» dit-elle. « Pourquoi friez-vous ça ?» Quelque chose bougea derrière ses yeux. Quelque chose de rapide et de douloureux qui disparut avant qu'elle ne puisse le nommer. « Parce que votre mari me l'a demandé. » Margaret sentit l'air quitter la pièce. « Daniel, avant de mourir, il m'a envoyé une lettre. Il disait que s'il lui arrivait quelque chose, je devais veiller sur vous et sur la terre. Je n'ai jamais vu de lettre. »« Non, madame, vous ne l'auriez pas vu. Il ne voulait pas que vous le sachiez. Il pensait qu'il ne rentrerait peut-être pas à la maison. » Margaret posa sa main à plat sur son ventre, respira. La pièce attendait. La voix de Victor Crowley trancha comme une lame. « C'est du théâtre, un criminel et une veuve qui jouent à la maison. La cour ne devrait pas... »« La cour, dit Margaret, ne vous a pas demandé votre avis, Monsieur Crowley. » Elle regarda le juge. « Je consens. Le mariage eut lieu 20 minutes plus tard. Pas de fleurs, pas de musique, pas d'invités qui voulaient être là. Juste le juge, une Bible et un tribunal qui sentait le vieux bois et les regrets encore plus vieux. Margaret dit « Je le veux. » De la manière dont une personne signe un contrat, avec précision, sans sentiment. Sa voix était stable, ses yeux étaient secs. Luke dit « Je le veux. » De la manière dont un homme prête un serment qu'il a l'intention de tenir. Quand le juge dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Luke ne bougea pas, Margaret non plus. Le juge s'éclaircit la gorge. « Une poignée de main suffira, dit Margaret. »
Luke tendait la main. Elle la prit. Sa paume était rugueuse, cailleuse. Une main qui avait travaillé et combattu et tenu des choses qu'elle aurait probablement souhaité ne pas avoir tenues. Madame Mercer, dit le juge. Callahan, corrigea Margaret. Je garderai mon nom pour le ranch. Le juge prit une note. Personne ne discuta. Dehors, le soleil était écrasant. Juillet à Red Hollow ne pardonnait pas. Il pesait sur vous comme une botte sur un cou et ne lâchait pas avant septembre. Margaret se dirigea vers le chariot. Luke marchait à côté d'elle, pas près, 1 mètre de distance délibérée. Je monterai derrière, dit-il. Mon cheval est attaché à l'écurie. Bien. Je dormirai dans la grange, Swanham. Elle s'arrêta. Et se retourna. Vous dormirez dans le dortoir des ouvriers. Il y a un lit de camp. La grange est pour les animaux. Il l'étudia un moment, puis hocha la tête. Oui, madame. Elle monta dans le chariot, prit les rênes, ne l'attendit pas. La route vers le ranch Callahan s'étendait sur 8 kilomètres à travers la prairie ouverte, et Margaret conduisit chaque centimètre avec la mâchoire serrée et les mains stables, et la question brûlant dans sa poitrine comme un charbon ardent qu'elle ne pouvait cracher. Quel genre d'homme accepte d'épouser une étrangère parce qu'un mort le lui a demandé? Elle ne le savait pas encore, mais elle allait le découvrir. Les 3 premiers jours furent silencieux. Pas un silence gênant, un silence délibéré. Le genre que 2 personnes construisent comme un mur entre elles, brique par brique, parce que l'alternative, parler, pourrait fissurer quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à briser. Luke travaillait. Il commençait avant l'aube et ne s'arrêtait qu'à la nuit tombée. Il répara les poteaux de clôture que les hommes de Crowley avaient renversés. Il creusa le fossé d'irrigation qui s'était envasé depuis la mort de Daniel. Il raccrocha la porte de la grange qui pendait de travers depuis des mois. Il ne demandait jamais la permission, n'annonçait jamais ce qu'il faisait. Margaret se réveillait, sortait, et quelque chose était réparé. Le 3e matin, elle le trouva au puits, torse nu, en train de remonter de l'eau. Elle vit les cicatrices, pas une, pas 5. Une carte de la violence écrite sur son dos en ligne pâle et en relief. Certaines fines, certaines épaisses, certaines superposées, comme si quelqu'un était revenu au même endroit encore et encore. Des marques de fouet. Elle fit un bruit, quelque chose d'involontaire, quelque chose entre un souffle et un mot. Et il se tourna vite, par instinct, pas par surprise, et ses yeux rencontrèrent dans les siens, et elle le vit. La honte, pas la culpabilité. La honte, le genre de honte qu'un homme porte quand quelqu'un voit la chose qu'il a essayé d'enterrer. Il attrapa sa chemise. « Ne faites pas ça, dit-elle. Il se figea. Je veux dire, elle s'arrêta, recommença. Je veux juste dire que vous n'avez pas à vous cacher de moi. Quoi que ce soit, ce n'est pas quelque chose dont vous devriez avoir honte. » Il enfila quand même la chemise, la boutonna jusqu'au cou. « Avec tout mon respect, madame, vous ne savez pas ce que c'est, alors dites-le-moi. » Il ramassa le seau d'eau, le porta au-delà d'elle vers l'abreuvoir. « Pas encore, dit-il, et ce fut la dernière chose qu'ils se dirent en ce jour-là. » La 5e nuit, Margaret ne pouvait pas dormir. La chaleur était insupportable. La maison la retenait comme un poing. Elle s'assit sur le porche avec un verre d'eau qui était tiède avant qu'elle n'ait bu 3 gorgées, et elle regarda l'obscurité. Des pas. Luke apparut au coin de la maison. Il avait fait le tour du périmètre. Elle avait remarqué qu'il parcourait la ligne de clôture chaque nuit, vérifiant les fils cassés, les strass, tout ce qui ne devrait pas être là. Il la vit et s'arrêta. « Madame, je ne voulais pas vous déranger. Vous ne m'avez pas dérangé. Asseyez-vous. » Il hésita, puis s'assit à l'extrémité des marches du porche, 1,20 m entre eux. Margaret but son eau, posa le verre. « Mon mari ne vous a jamais mentionné, dit-elle. Pas une seule fois. En 9 ans de mariage, Daniel n'a jamais prononcé le nom de Luke Mercer. Il ne l'aurait pas fait. Pourquoi? » Luke enleva son chapeau, le posa sur son genou. Ses cheveux étaient sombres, emmêlés de poussière et de sueur. Parce que je suis le genre d'homme qu'un bon mari ne mentionne pas à sa femme. C'est-à-dire que j'ai fait des choses pour les Marshalls qui ne font pas de bonnes conversations à table. Les avez-vous faites pour Daniel? Silence. J'ai traqué un homme une fois, un homme qui avait tué la famille d'un rancher près de Laramie. Père, mère, 2 garçons. Daniel ne pouvait pas traverser les frontières territoriales pour le poursuivre. Alors il m'a envoyé. Et vous l'avez attrapé. Je l'ai attrapé.
Margaret attendit. Et il n'est pas revenu vivant. Elle laissa cela en suspens, le laissa respirer dans l'air chaud de la nuit. Les hommes de Silver Creek, dit-elle. Les 3 hommes pour qui on vous appelle un boucher, c'étaient des esclavagistes qui faisaient passer des femmes de l'autre côté de la frontière. 2 d'entre eux ont dégainé sur moi. Le 3e, je l'ai désarmé. Il m'a attaqué avec un couteau. Il marqua une pause. Je n'ai pas aimé ça, mais je n'ai pas hésité non plus. Auriez-vous dû? Il la regarda alors. La regarda vraiment. Pas les regards rapides qu'il rationnait depuis le tribunal, mais un regard plein, sans garder. Non, madame, je n'aurais pas dû. Margaret hocha lentement la tête. Daniel vous a choisi pour une raison. Peut-être. Non, il vous a choisi parce qu'il savait à quoi je serais confronté. Elle se tourna pour lui faire face. Victor Crowley ne va pas s'arrêter parce que j'ai signé un certificat de mariage, n'est-ce pas? Luke remit son chapeau. Non, madame, il ne le fera pas. Alors, que se passe-t-il ensuite? Il va pousser plus fort. Essayer de vous briser. Briser le ranch, briser le mariage. Il veut que vous soyez assez désespéré pour vendre. Et si je ne le fais pas? Luke se leva, regarda la prairie sombre. Alors il essaiera quelque chose de pire. Margaret se leva aussi. Alors j'ai besoin de savoir quelque chose, Luke Mercer. Il attendit. Quand ça arrivera, quand ça empirera, allez-vous vous battre pour cette terre ou allez-vous disparaître comme tous les autres hommes qui ont fait une promesse qu'ils ne pouvaient pas tenir? Il se tourna, croisa son regard. Je ne brise pas les promesses, madame. C'est la seule chose qu'ils ont mal comprise à mon sujet. Quelle est la seule chose qu'ils ont bien comprise? Un temps, 2, que je suis dangereux. Il descendit du porche, marcha dans l'obscurité. Margaret le regarda partir, et pour la première fois depuis la mort de Daniel, elle ressentit quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. Pas de l'espoir, pas de la confiance, pas de la sécurité, mais quelque chose de plus proche du sentiment que l'on éprouve quand on se noie depuis si longtemps qu'on a oublié le goût de l'air. Et puis quelqu'un, quelque chose, tend la main et vous tire la tête hors de l'eau juste une seconde, juste assez longtemps pour respirer. Elle rentra, ferma la porte à clé par habitude, pas par peur. Et quelque part dans le dortoir, un homme que le monde avait appelé un boucher gisait éveillé dans le noir, pressant sa main contre la lettre dans la poche de son manteau. La lettre d'un shérif mort qui disait « Si je ne reviens pas, veille sur Maggie. C'est la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Mais les loups viendront. Ils viennent toujours, et elle aura besoin de quelqu'un qui sait comment les combattre. » Luke plia la lettre, ferma les yeux. Les loups étaient déjà là. Les loups vinrent le 7e matin. Margaret trouva le premier veau mort au bord du pâturage sud. Son ventre était ouvert, non par des dents, mais par une lame. Une coupe nette, délibérée, le genre de coupe qu'un homme fait quand il veut envoyer un message, pas quand il a faim. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle resta là dans la chaleur matinale, les mouches s'amassant déjà, et elle sentit quelque chose de froid et de dur s'installer dans sa poitrine comme une pierre jetée dans une eau profonde. Luke fut à ses côtés avant qu'elle ne l'entende arriver. Il s'accroupit, toucha la coupure, frotta le sang entre ses doigts. « Couteau, dit-il, fait de la nuit dernière entre minuit et 3 heures. Comment le savez-vous? Le sang est séché mais pas noir. Les mouches n'ont pas encore pondu. » Il se leva, essuya sa main sur son jean. « Ce ne sont pas des coyotes, madame. Je sais ce que ce n'est pas. » Il la regarda. Elle vit quelque chose changer sur son visage. Pas de la pitié, pas de la peur, mais le genre de reconnaissance qui se produit quand une personne en voit une autre refuser de se briser. « Il y en aura d'autres, dit-il. Je le sais aussi. Voulez-vous que je patrouille le périmètre ce soir? Je veux que vous le patrouilliez chaque nuit, jusqu'à ce que celui qui a fait ça se lasse de se faufiler dans le noir comme un lâche. » Luke hocha la tête une fois, baissa son chapeau. « Oui, madame. » À midi, elle en avait trouvé 2 autres. Même coupure, même message. 3 veaux en une nuit et chacun d'eux placés là où Margaret les trouverait en premier. Pas Luke, pas un ouvrier. Margaret, ça n'en pas. Parce que ce n'était pas une question de bétail, c'était une question de faire en sorte qu'une veuve se sente seule. Elle se tenait au lavabo de la cuisine, frottant le sang de ses mains quand elle entendit des sabots. 2 cavaliers remontaient de la route principale, la poussière s'élevant derrière eux comme un rideau sale. Elle s'essuya les mains,
attrapa le fusil que Daniel gardait au-dessus de la porte, vérifia les chambres et sortit. Les cavaliers s'arrêtèrent à 30 mètres du porche. L'un d'eux, elle le reconnut, Tom Avery, le contremaître de Crowley. Un grand homme, des épaules comme des poteaux de clôture. L'autre était plus jeune, un ouvrier qu'elle ne connaissait pas, assis sur son cheval comme s'il souhaitait être ailleurs. Madame Mercer, dit Tom, en soulevant son chapeau avec le genre de courtoisie qui ressemblait à une gifle. Callahan, corrigea Margaret. Dites ce que vous voulez. Monsieur Crowley envoie ses salutations. Il a entendu parler de vos problèmes de bétail. Vraiment? Chose terrible. Les prédateurs deviennent audacieux à cette période de l'année. Les prédateurs n'utilisent pas de couteau, Tom. Le sourire de Tom ne vacilla pas. Eh bien, c'est une accusation sérieuse. Vous devriez faire attention à lancer des mots comme ça, madame. Surtout sans preuve. Sans preuve. J'ai 3 veaux morts et un homme sur mon porche qui travaille pour la seule personne à Red Hollow qui veut ma terre. C'est une preuve suffisante pour une conversation. Tom se pencha en avant sur sa selle. Monsieur Crowley voulait aussi que je vous rappelle que son offre tient toujours. 15 contre l'acre. C'est généreux, compte tenu des difficultés que vous rencontrez. 300 de plus que la dernière fois. Il doit penser que je suis désespéré. Ne l'êtes-vous pas? Margaret leva le fusil. Ne le visa pas, le tint juste là où il pouvait être vu. Vous êtes sur ma propriété, Tom. Daniel m'a appris à tirer à 14 ans. J'ai tué des serpents à sonnette plus épais que votre cou. Si vous voulez livrer un message, livrez-le. Mais n'osez pas vous tenir sur ma terre et me traiter de désespéré. Le sourire de Tom tomba enfin. Il jeta un coup d'œil au-delà d'elle, vers la grange, le dortoir, le corral vide. Où est votre mari, Madame Mercer? Le célèbre boucher. Ce ne sont pas vos affaires. Il me semble que ça devrait l'être. Une femme seule ici. Pas d'ouvrier, pas de loi. J'ai dit, dites ce que vous voulez ou partez. Tom rassembla ses rênes. 15 cents. Vous avez jusqu'à la fin du mois. Il tourna son cheval puis s'arrêta. Oh, et madame, vous devriez peut-être vérifier votre eau. Avec cette chaleur, les puits tournent vite. Ils s'éloignèrent. Margaret resta sur le porche jusqu'à ce qu'il ne soit plus que poussière. Puis elle posa le fusil contre la balustrade et laissa ses mains trembler, juste pendant 10 secondes. Puis elle s'arrêta. Luke apparut de derrière la grange. Il avait été là tout le temps, réalisa-t-elle. Assez près pour tout entendre, assez loin pour la laisser gérer. Vous avez entendu? Dit-elle. Chaque mot. Il a menacé l'eau. Je sais. S'ils empoisonnent le puits, nous sommes finis. Luke, le bétail, le jardin, tout. Nous devrions transporter l'eau de Bitter Creek et c'est à 13 kilomètres. Ils ne l'empoisonneront pas. Comment le savez-vous? Parce que je surveillerai. Elle l'étudia. Vous ne pouvez pas tout surveiller. Les clôtures, le bétail, le puits, le périmètre. Vous n'êtes qu'un seul homme. J'ai été un seul homme toute ma vie, madame. Je me débrouille. Ce n'est pas se débrouiller. C'est la guerre. Non. Il secoua lentement la tête. C'est un homme avec de l'argent qui met de la pression sur une femme qu'il pense être seule. Ce n'est pas la guerre. C'est de l'intimidation. Et les brutes ont une faiblesse. Laquelle? Ils ne s'attendent pas à ce que vous ripostiez. Margaret croisa les bras. Je ne vous demande pas de tuer qui que ce soit. Je ne propose pas de le faire. Alors que proposez-vous? Il s'approcha. Pas beaucoup. Juste assez pour qu'elle puisse voir clairement la cicatrice sur sa mâchoire, la façon dont elle tirait sur sa peau quand il parlait. Je propose d'être la chose qui rend Crowley nerveux. Pour l'instant, il pense que je ne suis qu'un nom, une histoire. Il teste pour voir si l'histoire est réelle. Il marqua une pause. J'ai l'intention de lui montrer qu'elle l'est, sans violence, sans commencer. Mais madame, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Il soutint son regard. S'ils viennent la nuit, s'ils viennent avec du feu ou des armes ou quoi que ce soit qui vous mette en danger, je ne resterai pas les bras croisés. Je ne me retiendrai pas et je ne m'excuserai pas pour ce qui arrivera. Margaret sentit son pouls dans sa gorge. Daniel n'aurait pas voulu que vous tuiez pour moi. Daniel m'a demandé de vous protéger. Il n'a pas précisé comment. Elle détourna le regard, regarda l'herbe morte de la prairie, la ligne de clôture, le ciel blanc de chaleur et vide de pitié. D'accord, dit-elle, mais vous me rendez des comptes à moi, pas à ce qui vous ronge de l'intérieur. Vous me rendez des comptes à moi. Quelque chose bougea sur son visage. De la surprise, peut-être, ou quelque chose de plus lourd. Oui, madame. Il se tourna et se dirigea vers la grange.
Margaret le regarda partir et elle pensa à Daniel, à la façon dont il s'asseyait sur ce même porche et lui disait que la loi était une clôture qui tenait les loups à l'écart. Elle l'avait cru à l'époque, elle ne le croyait plus maintenant, parce que les loups portaient des insignes et des titres de propriété, et la clôture que Daniel avait construite était en train d'être démolie, un poteau à la fois. Elle rentra, verrouilla la porte, et elle pria pour la première fois en 6 mois, non pas pour la sécurité, non pas pour la délivrance, mais pour la force de survivre à ce qui allait arriver. Le lendemain matin, Luke était parti avant le lever du soleil. Margaret trouva son lit de camp dans le dortoir, vide, la couverture pliée avec une précision militaire, les bottes parties. Elle se dit que ça ne la dérangeait pas, se dit qu'elle se fichait de savoir où il allait, quand il reviendrait ou s'il reviendrait tout court. Elle se mentait. Il revint à midi, chevauchant à vive allure, son cheval en sueur. Il descendit et marcha droit vers elle. Crowley a déposé une requête auprès du bureau territorial à Cheyenne, dit-il, contestant la validité de notre mariage. L'estomac de Margaret se noua. Pour quel motif? Pour le motif que j'ai un casier judiciaire. Il soutient que la grâce du gouverneur n'efface pas le dossier, seulement la peine. Il dit que la Cour ne peut pas honorer un mariage où l'une des parties est moralement inapte. Moralement inapte. C'est riche venant d'un homme qui vole des terres pour vivre. Riche n'a pas d'importance. L'égal est de l'importance. Si la requête est acceptée, le mariage est annulé. Vous perdez votre statut légal. La terre revient sous contrôle territorial et Crowley l'achète pour des miettes. C'est le jeu. Margaret pressa sa main sur son front. La chaleur était insupportable, mais le froid dans ses entrailles était pire. Combien de temps avons-nous? La requête prend 60 jours pour être traitée. Ça pourrait être plus rapide si Crowley a un juge à Cheyenne. Il a des juges partout. Alors nous avons moins de 60 jours. Elle fit les 100 pas. 3 pas dans un sens, 3 pas en arrière. Elle pouvait sentir les murs de sa vie se resserrer, sentir le sol se dérober sous ses pieds comme du sable dans une rivière. Que faisons-nous? Nous rendons le mariage réel. Elle s'arrêta, le fixa. Passe comme ça, dit-il rapidement, et pour la première fois, elle vit la couleur monter à son visage, une rougeur qui semblait étrangère sur un homme bâti de granit et de tissu cicatriciel. Je veux dire, en public. Nous allons en ville ensemble. Nous achetons des provisions. Nous mangeons à l'hôtel. Nous laissons les gens nous voir comme un couple marié. Si la ville peut témoigner que le mariage est légitime, la requête perd du poids. La ville vous déteste. La ville a peur de moi. C'est différent. Vraiment. La haine demande de la connaissance, madame. La peur ne demande que la rumeur. Nous changeons l'histoire. Nous changeons la peur, Margaret secoua la tête. Vous voulez que je me pavane dans Red Hollow en tenant la main du boucher de Silver Creek? Je veux que vous gardiez votre terre. Si cela signifie se tenir la main, je le supporterai. Elle faillit rire. Presque. Le rire se coinça dans sa gorge et y mourut. Mais il vit le fantôme de ce rire traverser son visage et quelque chose s'adoucit dans lui, juste un peu, juste autour des yeux, comme une fissure dans un sol gelé. « D'accord, dit-elle. Demain, nous allons en ville. Oui, madame. Et Luke, madame, si quelqu'un vous traite de boucher en face, laissez-moi m'en occuper. » Il pencha la tête. Pourquoi? Parce que si je dois être Margaret Mercer en public, alors il me rende des comptes à moi, pas à vos poings. Il la fixa un long moment. Puis quelque chose se produisit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sa bouche tressaillit. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait quoi que ce soit, mais presque. Oui, madame, dit-il. La ville fut pire que ce à quoi elle s'attendait. Ils arrivèrent ensemble, Luke sur sa jument noire, Margaret conduisant le chariot côte à côte. Chaque regard sur la rue principale les suivait comme des canons de fusil. Les chuchotements commencèrent avant même qu'ils n'atteignent le magasin général. « Seigneur, elle l'a vraiment amené. Regardez sa taille. Pas étonnant qu'il l'appelait. Pauvre Margaret. » Daniel doit se retourner dans sa tombe. Margaret descendit du chariot, redressa les épaules et entra dans le magasin général de Patterson, comme si la rue lui appartenait. Luke suivit. Il enleva son chapeau à la porte. Margaret le remarqua. C'était un petit geste, mais elle le remarqua. Le vieux Henry Patterson était derrière le comptoir, et son visage passa par 3 couleurs quand il vit Luke Mercer entrer dans son magasin.
Madame Callahan, je veux dire, madame, balbutia-t-il. Margaret, ça ira, Henry. J'ai besoin de farine, de sucre, de sel et d'un rouleau de ce coton bleu, si vous en avez encore. Je... Oui, bien sûr. Et tout ce dont M. Mercer a besoin. Les yeux d'Henry se tournèrent vers Luke, qui se tenait près de la porte, les mains le long du corps, ne faisant aucun mouvement pour toucher quoi que ce soit, prenant le moins de place possible pour un homme de sa taille. Juste des clous, dit Luke. 10 pennies, 2 livres. Henry hocha la tête, ses mains tremblantes tandis qu'il mesurait les clous. Margaret le remarqua et sentit une vague de quelque chose, de la colère peut-être, ou de la frustration face à l'absurdité d'un homme adulte tremblant parce qu'un autre homme passait sa porte. Une voix vint du fond du magasin. Tiens, tiens, la veuve et son tueur de compagnie. Margaret se tourna. Rose Whitfield, la femme du pasteur Whitfield, la bouche non officielle de Red Hollow. Elle se tenait près des rouleaux de tissu, les bras croisés et le menton haut, avec le genre de certitude vertueuse qui faisait bouillir le sang de Margaret. « Madame Whitfield, dit Margaret, ravie de vous voir. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que vous avez perdu la tête, Margaret. Épouser cet homme, l'amener en ville comme s'il était civilisé. » Luke ne bougea pas, ne cilia pas, ne respira pas différemment. « Il est civilisé, Rose, dit Margaret. Plus civilisé que quiconque dans cette ville qui a regardé mon bétail se faire massacrer et n'a rien dit. » Le visage de Rose se crispa. « Nous n'avons pas, personne, 3 veaux Rose, tués sur ma propriété, au couteau, et pas une seule personne à Red Hollow n'a demandé si j'allais bien. Pas une. Pas le pasteur, pas le shérif, pas vous. Ce n'est pas juste. Juste est un mot pour les gens qui n'ont jamais été mis à l'épreuve. » Le magasin était silencieux. Henry avait arrêté de mesurer. Un homme près de la fenêtre avait posé sa boîte de tabac. Tout le monde écoutait. Rose se redressa. « Votre mari était un homme bon, le meilleur shérif que cette ville ait jamais eu. Et vous l'avez remplacé par... » Elle fit un geste vers Luke. « Ça. » Margaret avança d'un pas. Sa voix baissa. « Daniel est mort en protégeant cette ville. Il est mort parce qu'il croyait en vous tous. Et à la minute où il est parti, Victor Crowley est venu pour sa terre. Et aucun d'entre vous ne s'est interposé entre moi et le loup. Alors n'osez pas vous tenir dans ce magasin et me faire la morale sur mes choix. J'ai fait le seul choix que vous m'ayez laissé. » Rose ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. « Je prierai pour vous, Margaret. Priez pour vous-même, Rose. C'est vous qui devrez vivre en sachant que vous avez regardé et n'avez rien fait. » Margaret se tourna, prit ses provisions, paya, sortit. Luke suivit, portant le sac de farine sur une épaule comme s'il ne pesait rien. Au chariot, il chargea les provisions sans un mot. Puis il s'arrêta, la regarda. « Vous n'aviez pas besoin de moi là-dedans, dit-il. Non, vous n'avez pas besoin de moi pour beaucoup de choses. Probablement pas. Alors pourquoi m'avez-vous amené? » Margaret monta dans le chariot, prit les rênes, regarda droit devant elle. « Parce que vous êtes mon mari, et dans cette ville, ça signifie quelque chose, qu'il le veuille ou non. » Elle fit claquer les rênes. Le chariot s'ébranla, et pendant 3 pâtés de maison, aucun d'eux ne dit un mot. Mais le silence était différent maintenant. Pas le mur qu'ils avaient construit entre eux. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus fin, quelque chose à travers lequel on pouvait presque voir. Ils étaient à mi-chemin de la maison quand Luke parla. « Mon commandant s'appelait Colonel Briggs, dit-il. » Margaret garda les yeux sur la route. Ne le poussa pas, n'insista pas. Il nous a ordonné de nettoyer un campement. Des femmes et des enfants apaches. Il disait qu'ils abritaient des combattants. La voix de Luke était plate, contrôlée. La voix d'un homme récitant des faits qu'il préférerait oublier. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne m'étais pas engagé pour tuer des enfants. Que s'est-il passé? Il m'a fait déshabiller et fouetter devant la compagnie. 30 coups de fouet. Je me suis évanoui avec 2. Je me suis réveillé attaché à une roue de chariot. Les mains de Margaret se crispèrent sur les rênes. Le campement. Une autre unité l'a nettoyé. J'ai entendu les coupes de feu de là où j'étais attaché. Il marqua une pause. Je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai essayé de l'arrêter et je n'ai pas pu. Ce n'est pas votre faute. Peut-être pas, mais c'est de mon fardeau. Elle laissa cela en suspens.
laissa les roues du chariot tourner et la poussière se lever, et le silence les envelopper. « C'est pour ça que vous tuez ?» demanda-t-elle. Ni dure, ni douce, juste honnête. « Non, madame, je tue parce que certains hommes ne vous donnent pas d'autre option. Mais chaque fois que je le fais, j'entends ces coups de feu, chaque fois, et je me demande si je suis différent des hommes qui les ont tirés. Vous l'êtes, comment le savez-vous? Parce que les hommes qui ont tiré ces coups de feu n'en ont pas perdu le sommeil. Vous n'avez pas cessé de perdre le sommeil depuis. » Il la regarda. Elle le sentit ses yeux sur le côté de son visage comme la chaleur d'un feu. « Vous me rappelez, lui, dit Luke doucement. « Qui? » Daniel. Il voyait des choses chez des gens, des choses qu'ils ne voyaient pas en eux-mêmes. Les yeux de Margaret piquèrent. Elle cligna des yeux avec force. « Ne pleurez pas. » Refusa. « Il a vu quelque chose en vous, dit-elle. Il a vu un homme qui avait besoin d'un but. Et maintenant, Luke resta silencieux un long moment. Maintenant j'en ai un. Ils ne parlèrent plus jusqu'au ranch. Margaret arrêta le chariot près du porche et Luke déchargea les provisions et ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec la chorégraphie prudente de deux personnes apprenant une danse qu'aucun des deux n'avait accepté de danser. Cette nuit-là, Margaret ne put de nouveau pas dormir. Elle s'assit sur le porche. Même verre d'eau, même chaleur, même obscurité. Mais cette fois, quand Luke arriva lors de sa promenade nocturne, elle n'eut pas à lui dire de s'asseoir. Il s'assit. Même bout des marches, même mètre 20 entre eux. Luke, madame, je m'appelle Margaret. Un temps. Margaret. La façon dont il le dit, prudente, comme si le mot pouvait se briser s'il le tenait mal, fit bouger quelque chose dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait oublié la forme. Merci, dit-elle, d'être restée là et de ne pas avoir réagi quand Rose. Elle n'avait pas tort. Elle avait absolument tort. Je veux dire, à mon sujet, sur ce que je suis. Elle n'avait pas tort à propos des meurtres. Elle avait tort à votre sujet. Il y a une différence entre ce qu'un homme a fait et ce qu'un homme est. Il enleva son chapeau, le tint à deux mains. Elle avait remarqué qu'il faisait ça quand il réfléchissait, tenait son chapeau comme une ancre, quelque chose à quoi s'agripper pendant que le reste de lui dérivait. « Daniel disait ça, dit-il doucement. Alors peut-être que vous devriez commencer à le croire. » Il la regarda, et dans le noir, avec les étoiles brûlant blanches au-dessus et la chaleur pesant comme une couverture qu'il ne pouvait rejeter, elle vit quelque chose sur son visage qui était brut, inachevé et terrifiant. Il avait peur d'elle. Pas physiquement, pas de la façon dont les hommes craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il avait peur d'elle de la façon dont un homme a peur de la seule chose qui pourrait le sauver. Parce que sauver signifie changer. Et changer signifie abandonner la seule version de lui-même qu'il sait être. « Bonne nuit, Margaret, dit-il. « Bonne nuit, Luke. » Il se leva, marcha dans l'obscurité. Elle le regarda partir et elle pensa, « Daniel, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Pas un protecteur, pas un tueur, pas un mari. Quelque chose de pire, un homme en qui je pourrais réellement apprendre à avoir confiance. » À l'intérieur du dortoir, Luke s'assit sur le bord de son lit de camp et pressa ses poings contre ses yeux jusqu'à ce qu'il voie blanc. Il pouvait encore sentir la façon dont elle avait dit son nom. Pas comme une malédiction, pas comme un avertissement, mais comme un mot qu'elle essayait, comme quelque chose qu'elle pourrait garder. Il attrapa la lettre, la relut à la lueur de la lune. « Veille sur Maggie. »« J'essaie, Daniel, murmura-t-il. »« Que Dieu m'aide. J'essaie. » Il plia la lettre, la glissa de nouveau dans son manteau. Dehors, la nuit pesait contre les murs, lourde et chaude, et pleine de choses qui bougeaient dans le noir. Et quelque part, dans une maison à 8 kilomètres de là, avec des colonnes blanches et des lampes à huile allumées à chaque fenêtre, Victor Crowley était assis à son bureau et lisait le rapport que ses hommes lui avaient livré. Le mariage semble légitime. Mercer est présent et armé. La veuve ne craque pas. Crowley plia le rapport, le jeta dans le feu. Il attrapa sa plume, écrivit 2 mots sur une feuille de papier fraîche. Brûlez-la, et la nuit devint plus sombre. L'odeur la frappa avant le son. Margaret se redressa dans son lit, les poumons pleins de quelque chose d'épais et de mauvais. Et pendant 2 secondes, elle ne comprit pas. Puis sa gorge se serra, ses yeux brûlèrent, et la lueur orange qui rampait sous la porte de sa chambre lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Le feu. Elle jeta la couverture et toucha le sol. Les planches étaient en chaude sous ses pieds nus,
Elle attrapa sa robe de chambre, l'enfila et tendit la main vers la poignée de la porte. Le métal lui brûla la paume. Elle retira sa main, la peau déjà cloquée, et la douleur traversa le brouillard de fumée dans sa tête comme un couteau dans du coton. « Luke !» cria-t-elle. Pas de réponse, juste le rugissement. Le rugissement profond, haletant et affamé d'un feu qui avait déjà dévoré le porche et se frayait un chemin à travers le mur avant comme une chose vivante avec des dents. Elle se baissa, rampa vers l'arrière de la maison. Le couloir était noir de fumée, et elle ne pouvait pas voir à 1 mètre devant elle. Mais elle connaissait cette maison. La connaissait avec son corps, avec ses os, avec chaque pas qu'elle avait fait en 9 ans de vie ici. Avec un homme qui était maintenant mort et un avenir qui était maintenant en train de brûler. La porte arrière était coincée. Elle se jeta contre elle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le bois céda, mais ne se brisa pas, et elle pouvait sentir la chaleur derrière elle grandir, pressant contre son dos comme une main la poussant vers un mur qui ne bougeait pas. Luke, une vitre se brisa, pas à cause du feu, de l'extérieur. Quelqu'un était en train de casser la fenêtre de la cuisine, la cassant délibérément, la cassant avec force, et puis des mains passèrent à travers le cadre déchiqueté. De grandes mains, des mains en sang. Et la voix de Luke Mercer trancha la fumée, comme la seule chose claire qui restait au monde. Margaret prenait mes mains. Elle ne pouvait pas le voir. Elle ne pouvait que sentir la prise, de fer désespéré, incassable, se refermant sur ses poignets et la tirant vers la fenêtre. « Je ne passe pas par le cadre. Vous pouvez rentrer vos bras. Je vous tiens. » Elle rentra les bras. Il tira. Le verre lui mordit la hanche, l'épaule, la cuisse, et elle sentit le flot chaud de sang se mêler à la sueur et à la suie. Mais elle bougeait, sortait, vers un air enfumé mais respirable. Et puis elle était par terre, et Luke était sur elle, protégeant son corps avec le sien, et la maison derrière eux hurlait. Pas une métaphore. Le bois hurlait. Les poutres craquaient et grinçaient, et le toit s'effondra avec un bruit de géant brisant un piano sur son genou. Et Margaret pressa son visage dans la terre, et sentit le poids de Luke contre son dos et pensa « Tout, tout ce que Daniel a construit, tout ce que j'ai gardé, parti. » Luke la releva. Sa chemise était brûlée aux épaules. Des cloques couvraient ses avant-bras. Du sang coulait de ses mains là où le verre les avait ouvertes. « Pouvez-vous vous tenir debout ?» dit-il. « Oui. Pouvez-vous marcher ?» « Oui, alors marchez maintenant, loin de la maison. » Elle marcha. Il marcha à côté d'elle, une main sur son dos. La première fois qu'il la touchait depuis la poignée de main au tribunal. Et elle ne se déroba pas. Ne le pouvait pas. Parce que sa main était la seule chose solide dans un monde qui se transformait en cendres. Ils s'arrêtèrent à 50 mètres, se retournèrent. La maison de Ranch Callahan était un pilier de feu. Margaret la regarda brûler, regarda 9 ans de mariage, 6 mois de veuvage. Et chaque photographie de Daniel qu'elle possédait se transformait en lumière puis en rien. Elle ne pleura pas. Elle voulait. Mon Dieu, elle voulait. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle s'était verrouillé. Une porte qui claque, un verrou qui glisse. Et ce qui sortit à la place des larmes fut une voix qu'elle reconnut à peine. Crowley. Luke hocha la tête. Kérosène. Je l'ai senti avant de la fumer. Versé le long du porche et du mur avant, professionnel. Faite pour vous piéger à l'intérieur, faite pour me tuer, faite pour vous effrayer. S'ils vous voulaient une morte, ils auraient aussi bloqué les fenêtres. Alors, c'est à ça que ressemble la peur. C'est à ça que ressemble le désespoir, hyperpatience. Les mains de Margaret tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Une rage si profonde et si vieille qu'elle semblait vivre dans ses os depuis le jour où Daniel était mort. Et elle s'était tenue devant sa tombe, et chaque homme en ville l'avait regardée comme si elle était déjà partie. « Je veux lui parler, dit-elle. »« Non. Je veux regarder Victor Crowley en face. »« Non, Margaret. Pas ce soir. Pas comme ça. Ne me dites pas non. » Luke se plaça devant elle, près. Plus près qu'il ne l'avait jamais été. Elle pouvait sentir la chaleur de sa peau brûlée, pouvait sentir la fumée dans ses cheveux, pouvait voir le feu se refléter dans ses yeux, comme quelque chose qui avait toujours été là et qui n'était allumé que maintenant de l'extérieur. « Écoutez-moi, dit-il, et sa voix était basse et rauque et tremblante de quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu en lui auparavant. Pas de la colère, pas du contrôle,
mais le son d'un homme qui venait de sortir une femme d'un incendie et qui essayait très fort de ne pas se retourner en ville et de faire quelque chose qui ne pourrait être défait. Si je vais voir Crowley ce soir, je le tuerai. Je le sais. Je le sais comme je connais mon propre nom. Et si je le tue, tout ce que nous avons construit s'effondre. Le mariage, la terre, votre nom, tout. Il a brûlé ma maison. Je sais. Il a brûlé la maison de Daniel. Les affaires de Daniel. La seule photo que j'avais de mon jour de mariage. Je sais. Et vous me dites d'attendre? Je vous dis que l'homme qui a mis ce feu veut que je chevauche en ville avec un fusil. Il veut le boucher de Silver Creek. Il veut que je prouve chaque histoire qu'ils ont jamais racontée sur moi. La mâchoire de Luke se serra. Et je ne lui donnerai pas ça. Pas ce soir. Jamais. Margaret le fixa. Le feu crépitait derrière eux, des poutres tombaient, des étincelles s'élevaient dans un ciel qui s'en fichait. Alors que faisons-nous? Nous survivons à la nuit et demain nous nous battons intelligemment. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha la tête. Ils se déplacèrent vers la grange. Luke dégagea un espace dans le foin, étendit des couvertures de cheval et Margaret s'assit, enroula ses bras autour de ses genoux et fixa le vide pendant que Luke soignait ses brûlures avec l'eau de l'abreuvoir. Elle le regarda travailler, le regarda peler le tissu carbonisé de ses avant-bras sans broncher, le regarda panser les coupures de ses mains avec des bandes déchirées de son maillot de corps, le regarda bouger avec l'efficacité d'un homme qui avait soigné ses propres blessures tant de fois que c'était devenu aussi routinier que de seller un cheval. « Laissez-moi voir vos mains, dit-elle. « Je vais bien. Laissez-moi les voir, Luke. » Il hésita, puis les tendit. Elle les prit, les retourna. Les coupures de verre étaient profondes. 2 sur sa paume droite, 1 sur les jointures de sa gauche. Elle pouvait voir le blanc du tendon sous le sang de sa main droite. « Vous avez besoin de pointes de suture. » « J'ai eu pire. Ce n'est pas ta question. » Elle déchira une autre bande de la couverture, la trempa dans l'eau et commença à nettoyer les coupures avec une douceur qui semblait le déconcerter. Il regarda ses mains se déplacer sur les siennes comme s'il n'avait jamais été touché avec soin auparavant. Comme si le soin lui-même était une langue étrangère qu'il entendait pour la première fois. « Vous êtes passé par une fenêtre en feu pour moi, dit-elle. « Oui, madame. »« Margaret. Margaret, pourquoi n'êtes-vous pas passé par la porte? » J'ai essayé. Le poche avait disparu. Tout l'avant de la maison était un four. La fenêtre de la cuisine était le seul point d'entrée qui n'était pas complètement englouti. Vous avez traversé une vitre à coupe de poing. Je l'ai fait. À main nue. Je n'avais pas le temps de trouver une pierre. Elle finit de panser sa main droite. Commença sa gauche. Vous auriez pu mourir. Je ne pensais pas à ça. À quoi pensiez-vous? Il resta silencieux un moment. Elle sentit ses doigts tressaillir dans sa prise, ne se retirant pas, mais tenant. Je pensais que si vous mouriez dans cette maison, j'aurais échoué envers 2 personnes, Daniel et vous. Et j'ai échoué envers assez de gens pour une vie. Elle finit le bandage, le noua, mais ne lâcha pas sa main. Vous n'avez pas échoué, dit-elle. Je suis en vie. Votre maison a disparu. Les maisons sont du bois et des clous. Je suis de chair et de sang, et je suis toujours là. Il regarda leurs mains, les siennes petites et brûlées, les siennes grandes et enveloppées de coton sanglant, toutes 2 tremblantes. « Margaret, ne dites pas que vous êtes dissolée. Ne dites pas que c'était de votre faute. Ne dites aucune des choses que je vous vois construire derrière vos yeux en ce moment. » Il ferma la bouche. « Dites autre chose, dit-elle. »« Comme quoi? Comme ce que vous ressentez vraiment. Pas ce que vous pensez devoir ressentir. Pas ce qu'un homme comme vous est censé ressentir. Ce que vous ressentez vraiment en ce moment dans cette grange avec ma maison qui brûle derrière nous. » Il retira sa main de la sienne, pressa ses 2 poings contre ses genoux. Elle vit ses épaules se soulever et s'abaisser 1 fois, 2 fois, et elle comprit qu'elle regardait un homme démanteler un mur qu'il avait passé 34 ans à construire. « J'ai peur, dit-il. » Le mot sortit brisé, déchiqueté, comme un os se brisant à travers la peau. « Pas de Crowley, pas du feu. J'ai peur de faire quelque chose qui vous fera me regarder comme tout le monde. Comme un monstre, comme quelque chose à craindre. » Sa voix se brisa. « J'ai peur qu'un matin vous vous réveilliez et que vous me voyiez pour ce que je suis et que vous regrettiez de ne pas avoir choisi l'offre de Crowley à la place. Luke, j'ai tué 11 hommes, Margaret. 11. Certains le méritaient, certains probablement pas.
et je porte chacun d'eux chaque jour comme des pierres dans ma poitrine. Et je ne peux pas les poser parce que, à la minute où je les pose, je dois admettre que je suis le genre d'homme qui peut les porter. Elle ne parla pas. Elle laissa le silence tenir. Laissa ses mots s'installer dans l'air entre eux comme de la fumée se dissipant après un incendie. Puis elle bougea, pas loin, juste pour traverser l'espace entre eux. Ce mètre 20 de distance délibérée qu'ils avaient maintenue depuis le tribunal, depuis le chariot, depuis chaque marche du porche et chaque conversation prudente. Elle le ferma. Elle s'assit à côté de lui, épaule contre épaule, et elle sentit sa chaleur, pas celle du feu, la sienne, celle de la fournaise qui brûlait à l'intérieur d'un homme qui venait de lui dire la chose la plus vraie qu'il ait jamais dite. « Je ne vais pas vous regarder comme ça, dit-elle. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Vous ne pouvez pas le savoir. Je sais qu'un monstre ne court pas dans une maison en feu pour quelqu'un d'autre. Je sais qu'un monstre ne perd pas le sommeil à cause des hommes qu'il a tués. Je sais qu'un monstre ne s'assoit pas dans une grange avec des mains ensanglantées et ne dit pas à une femme qu'il a peur. Elle se tourna pour lui faire face. Vous n'êtes pas ce qu'il vous appelle Luke Mercer. Vous êtes ce que vous choisissez, et ce soir vous m'avez choisi. Il la regarda et elle l'embrassa. Pas doucement, pas timidement, pas le genre de baiser qui demande la permission ou teste l'eau. Elle l'embrassa comme une femme embrasse un homme quand elle a tout perdu et trouvé la seule chose qui vaille la peine d'être gardée. De toute sa bouche, de tout son corps, de tout son être brûlant, furieux, intact. Il se figea une seconde, une terrible seconde suspendue. Il ne bougea pas. Et Margaret pensa qu'elle avait fait la pire erreur de sa vie. Pensa qu'elle avait tout mal interprété. Pensa, il lui rendit son baiser. Ses mains bandées se levèrent et tinrent son visage. Pas fort, pas possessif, mais stable. De la façon dont on tient quelque chose qu'on a cherché toute sa vie et qu'on a peur de briser. Et Margaret sentit le mur entre eux non pas se fissurer, non pas s'effondrer, mais se dissoudre. Comme s'il n'avait jamais été de pierre, juste de la fumée, juste de la peur, juste l'illusion partagée de deux personnes qui avaient été seules si longtemps qu'elles avaient oublié que seule n'était pas la seule option. Elle se recula, pressa son front contre le sien, respira. « Je n'avais pas prévu ça, dit-elle. Je sais, je ne suis pas désolée. Je ne vous demande pas de l'être. Bien. » Elle se recula davantage, le regarda, parce que je vais avoir besoin de vous demain, de toutes vous. Pas la version que vous montrez au monde, pas le boucher, pas le chasseur de primes, vous. Que se passe-t-il demain? Demain, nous partons en guerre. Ses yeux cherchèrent les siens, trouvant quelque chose, testant quelque chose, croyant quelque chose. Ensemble, dit-il, ensemble. Il hocha la tête une fois, de la façon dont un homme hoche la tête quand il a pris une décision sur laquelle il ne peut pas revenir. Ils restèrent assis dans la grange pendant que la maison se consumait en braise. Ils ne dormirent pas. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Margaret s'appuya contre son épaule, et il passa son bras autour d'elle, maladroit, incertain, comme un homme réapprenant un geste qu'il avait abandonné des années auparavant. Et ils regardèrent le feu mourir à travers la porte ouverte de la grange. À un moment donné, elle l'entendit murmurer quelque chose. Elle faillit le manquer, faillit le laisser passer. Je ne méritais pas ça. Elle ne discuta pas, ne le corrigea pas, se serra juste plus près et dit « Moi non plus. » Et nous voilà. L'aube se leva, rouge et en colère. Margaret se tenait devant ce qui avait été sa maison et fit une liste dans sa tête. Pas de ce qu'elle avait perdu. Cette liste était trop longue. De ce qu'elle avait encore. La grange, le puits, 60 têtes de bétail, un hangar à foin, un mari aux mains ensanglanté et au cœur plus grand que sa réputation. Et de la rage. Elle en avait beaucoup. Luke, il était déjà scellé, déjà armé, non pas d'un fusil, mais de papier. Ceux qu'il avait ramenés de Cheyenne, ceux qu'il avait rassemblés lors de ses chevauchées matinales, des relevés de terrain, des reçus d'achat, des registres fiscaux. D'où viennent-ils? Demanda-t-elle. Du bureau territorial. Le nom de Crowley apparaît sur 12 achats de terre au cours des 3 dernières années. Chacun d'eux précédé d'incidents. Incendie, bétail tué, empoisonnement de l'eau, même schéma, même résultat. Le rancher vend, Crowley achète. Vous avez rassemblé ça tout ce temps. Depuis avant le mariage. Daniel m'a envoyé une deuxième lettre. Je ne vous en ai pas parlé parce que je n'étais pas encore sûr, mais je le suis maintenant. Quelle deuxième lettre? Luke sortit une enveloppe usée de son manteau,
la lui tendit. Margaret l'ouvrit, lut l'écriture de Daniel. Elle la reconnaîtrait n'importe où. La façon dont ses airs penchaient à gauche, la façon dont il appuyait trop fort sur ses poings. Luke Crowley était malhonnête. J'ai des preuves, mais je ne peux pas agir. Le juge Hawthorne est compromis. S'il m'arrive quelque chose, les documents sont dans le coffre-fort sous le plancher de la cuisine. La combinaison et l'anniversaire de Maggie. Ne le laissez pas prendre la terre. Ne le laissez pas la prendre. Les mains de Margaret tremblèrent. La cuisine, dit-elle. Ils regardèrent entre tous les deux les ruines fumantes de la maison. Le coffre-fort est en fer, dit Luke. Il a peut-être survécu. Margaret marchait déjà. Elle donna des coups de pied dans les poutres carbonisées, la suie recouvrant sa chemise de nuit, ses pieds nus brûlant sur le sol chaud. Luke attrapa son bras. Des bottes d'abord, vous allez vous brûler les pieds. Il lui apporta des bottes de la grange. Elle les enfila sur sa peau nue et retourna dans les décombres. Ils trouvèrent le coffre-fort sous 8 centimètres de cendres et une poutre effondrée. Luke écarta la poutre avec ses mains brûlées et Margaret s'agenouilla et tourna la combinaison. Son anniversaire, le 17 mars 1952. Et la serrure s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, un dossier en cuir, roussi sur les bords, mais intact. Margaret l'ouvrit. Des documents de transfert de terre avec des signatures falsifiées. Des relevés bancaires montrant des paiements de Crowley au juge Hawthorne. Une déclaration sous serment d'un ouvrier de ranch nommé Billy Sutter qui avait vu les hommes de Crowley mettre le feu à la propriété Dawson 18 mois auparavant. Daniel savait, murmura Margaret. Il savait tout. Il savait. Et il montait un dossier. Il ne l'a juste pas terminé parce qu'il est smart. La mâchoire de Luke se contracta, parce que quelqu'un s'est assuré qu'il meurt. Margaret leva les yeux. Que voulez-vous dire? Je dis que votre mari a été abattu par un vagabond que personne n'a jamais identifié. Je dis que ce vagabond n'a jamais été attrapé parce que personne n'a cherché très fort. Et je dis que Victor Crowley avait plus de raisons de vouloir la mort de Daniel Callahan que n'importe quel vagabond. Les mots la frappèrent comme un poing. Non, Margaret, non. Daniel a été tué dans un vol, un hasard. Rien chez Crowley n'est un hasard. Elle serra le dossier contre sa poitrine. Ses yeux brûlaient. Pas de fumée cette fois. Vous pensez qu'il a tué mon mari? Je pense qu'il a payé quelqu'un pour tuer votre mari. Et je pense que la preuve pourrait être dans ce dossier. Margaret se leva. Ses jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Sa poitrine était pleine de quelque chose d'énorme. Du chagrin, de la fureur et un cri vieux de 6 mois qu'elle retenait dans sa gorge depuis le jour où ils avaient mis Daniel en terre. Alors nous mettons fin à ça, dit-elle. Aujourd'hui, tout de suite, nous allons en ville et nous mettons ces documents devant chaque personne de Red Hollow et nous réduisons Victor Crowley en cendres. Pas la ville, le marshal territorial. Crowley possède la ville. Nous passons au-dessus de sa tête. Le bureau du marshal est à Cheyenne. C'est 3 jours de cheval. Nous n'avons pas besoin de chevaucher. Nous devons envoyer un message. Il y a un bureau de télégraphe à Hayden et 32 kilomètres à l'est. Crowley ne possède pas Hayden. Margaret le regarda. Cet homme balafré, brisé, craint, haïami, fouetté et brûlé qui se tenait dans les cendres de sa vie et lui donnait une assue qui n'impliquait pas une seule balle. « Vous aviez prévu ça, dit-elle. J'avais prévu que Crowley pousserait. Je n'avais pas prévu qu'il pousserait aussi loin. Mais vous étiez prêt. J'ai promis à Daniel que je vous protégerais. Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. » Elle serra le dossier plus fort. Alors, allons-y. Ils sellèrent les 2 chevaux. Margaret enfila la seule tenue qui séchait dans la grange. Un vieux pantalon de Daniel et une chemise de travail qui sentait le foin et le cheval. Elle glissa le dossier à l'intérieur de la chemise, contre sa peau. Luke vérifia son revolver, le chargea, le rengaina. Margaret regarda. « Je pensais que vous aviez dit pas de balles. J'ai dit que je ne commencerai pas. Je n'ai pas dit que je ne finirais pas. » Ils chevauchèrent vers l'est rapidement. La chaleur matinale était déjà brutale, et la route vers Hayden était une prairie ouverte. Pas de couverture, pas d'ombre, nulle part où se cacher si quelqu'un venait les chercher. Quelqu'un vint les chercher. À 5 kilomètres de là, Margaret entendit des bruits de sabots derrière eux. Elle regarda en arrière. 3 cavaliers se déplaçant rapidement, soulevant une colonne de poussière qui lui dit qu'il n'était pas sorti pour une promenade matinale. « Luke, je les entends. Les hommes de Crowley. Qui d'autre? »
Que faisons-nous? Luke ne ralentit pas, n'accéléra pas. Il chevaucha à un rythme régulier et dit un seul mot. Faites-moi confiance. La main de Margaret se posa sur le dossier contre sa poitrine. L'épreuve de Daniel. Le dernier combat de Daniel, toujours mené par la femme d'un homme mort et le hors-la-loi qu'il avait envoyé pour la sauver. Les bruits de sabots se firent plus forts et Margaret Callahan, veuve, ranchée, épouse d'un tueur, fille de personnes qui comptaient pour la loi, se pencha en avant sur sa selle et chevaucha plus fort. Le premier coup de feu siffla près de l'oreille de Margaret, assez près pour en sentir la chaleur. Elle sursauta violemment, faillit perdre sa prise sur les rênes et son cheval fit un écart. La main de Luke jaillit et attrapa sa bride, stabilisant l'animal sans ralentir. « Restez basse » cria-t-il à plat sur l'encolure. « Ne vous arrêtez pas. » Un deuxième coup de feu souleva la poussière à 1 mètre à sa gauche. Margaret pressa sa poitrine contre la crinière du cheval et sentit le dossier bouger contre ses côtes. L'épreuve de Daniel. Les derniers mots de Daniel. La seule arme qu'elle avait qui ne nécessitait pas de gâchette. Luke sortit son revolver. Ne se tourna pas. Ne visa pas. Il le tint à son côté et continua de chevaucher. « Vous n'allez pas riposter? » cria Margaret. « Pas encore. Ils nous tirent dessus. Ils tirent à côté. Des tirs de semonce. Crowley ne nous veut pas morts. Il veut nous arrêter. Et s'ils arrêtent de tirer à côté, alors j'arrête d'être patient. » Un troisième coup de feu fendit l'air entre eux. Celui-ci n'était pas à côté. Celui-ci traversa le pommeau de la selle de Margaret et elle sentit l'impact vibrer à travers le cuir jusqu'à sa colonne vertébrale. Luke se tourna sur sa selle. Un seul mouvement, fluide. Le genre de mouvement qu'un homme fait quand il l'a fait 1000 fois et a cessé d'y penser il y a 200 fois. Il tira 1 fois. Le chapeau du cavalier de tête s'envola. Un tir net. 5 centimètres au-dessus du crâne. Pas un raté, un message. Les cavaliers s'arrêtèrent. Les 3 chevaux dérapant, la poussière s'élevant, les hommes jurant. Luke rengaina le revolver et talonna son cheval. « Allez, dit-il, maintenant, pendant qu'il réfléchisse. » Margaret chevaucha. Elle chevaucha jusqu'à ce que ses cuisses brûlent et que ses poumons lui fassent mal, et que les bruits de sabots derrière eux passent du tonnerre au murmure, puis au néant. Ils ne ralentirent pas jusqu'à ce que Hayden apparaisse à l'horizon. Un amas de toit, un clocher d'église et la fine ligne noire d'un fil télégraphique traversant le ciel. Les mains de Margaret tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir les rênes. Elle s'arrêta derrière le bureau du télégraphe, descendit de son cheval et ses genoux cédèrent. Luke la rattrapa, la maintint debout, ne la lâcha pas jusqu'à ce qu'elle hoche la tête. « Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Je vais aller bien. Donnez-moi 1 minute. » Il lui donna 1 minute, se tenant entre elle et la route, surveillant l'horizon. Ses mains brûlées reposaient sur sa ceinture, une près de l'étui, une près du dossier qu'elle lui avait remis. « Ce tir, dit Margaret, celui qui a touché ma selle. Ce n'était pas à côté. Non, ils auraient pu me tuer. Ils n'auront pas d'autre chance. » Elle le regarda, la façon dont il se tenait. Pas comme un homme gardant quelque chose, mais comme un mur. Quelque chose construit pour absorber l'impact. Quelque chose qui ne bougerait pas. « Envoyons le message, dit-elle. » L'opérateur du télégraphe à Hayden était un homme mince nommé Cecil, avec des lunettes et des doigts tachés d'encre. Il regarda Luke comme un lapin regarde un coyote. « Je peux vous aider? » « Je dois envoyer un message au bureau du Marshal territorial des États-Unis à Cheyenne, dit Margaret. « Transmission prioritaire. » Cecil jeta un autre coup d'œil à Luke. « C'est une ligne gouvernementale, madame. La priorité coûte le double. Alors, facturez-moi le double. » Margaret dicta le message pendant que la clé de Cecil cliquetait. Elle le fit court. Daniel le lui avait appris. « Dites ce qui compte. Coupez le reste. Marshal Tom Beck, stop. Preuve de fraude foncière, d'incendie criminel et de corruption judiciaire à Red Hollow, Wyoming, stop. Suspect Victor Crowley, stop. Documents sécurisés, stop. Demande d'enquête immédiate, stop. Margaret Callahan Mercer, veuve du shérif Daniel Callahan, stop. La main de Cecil s'arrêta sur le dernier mot. Il leva les yeux. « Vous êtes la veuve de Daniel Callahan. »« Je le suis. Je connaissais Daniel.
Il est passé par ici 2, peut-être 3 fois. Un homme bon, un homme honnête. Cecil remonta ses lunettes. J'ai entendu ce qui s'est passé. Vraiment désolé. Merci. Et ça? Cecil regarda le message. C'est à propos de Crowley. C'est ça. Cecil resta silencieux un long moment. Puis il ouvrit un tiroir, prit un deuxième formulaire et commença à copier le message. « Que faites-vous? » demanda Luke. « J'envoie une copie au bureau fédéral de Denver au cas où le message de Cheyenne serait intercepté. » Les doigts de Cecil travaillaient de la clé avec une vitesse soudaine et délibérée. Crowley a des yeux à Cheyenne. Tout le monde le sait, mais il n'a personne à Denver. Margaret sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas de la douleur, pas du chagrin, de la gratitude. Le genre de gratitude brute et inattendue qui vous prend par surprise quand vous vous battez seul depuis si longtemps que vous avez oublié que d'autres personnes pouvaient aider. Merci, Cecil. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand ils arrêteront ce fils de... Il se reprit. Pardonnez mon langage, madame. J'ai entendu pire aujourd'hui. Cecil termina la transmission, tendit un reçu à Margaret. Le temps de réponse de Cheyenne est généralement de 48 heures. Denver pourrait être plus rapide. Nous n'avons pas 48 heures, dit Luke, alors je vous suggère de trouver un endroit sûr pour attendre, parce que si Crowley découvre que vous avez envoyé ça, il n'enverra pas de tir de semonce la prochaine fois. Margaret plia le reçu dans le dossier, pressa le dossier contre son corps. Nous retournons à Red Hollow, dit-elle. Luke la regarda. Ce n'est pas sûr. Ma terre est à Red Hollow. Mon bétail est à Red Hollow. Tout ce que je possède qui n'a pas brûlé la nuit dernière est à Red Hollow. Je ne vais pas me cacher à Hayden pendant que Crowley finit ce qu'il a commencé. Margaret, je retourne. Vous pouvez venir avec moi ou vous pouvez rester ici, mais je retourne. Il la fixa pendant 3 longues secondes, puis il mit son chapeau. Je viens avec vous. Ils retournèrent plus lentement. La chaleur avait atteint son pic, midi-juillet, territoire du Wyoming. Le genre de chaleur qui ne fait pas que peser sur vous, mais qui rampe à l'intérieur de vous et boit ce qui reste. Les lèvres de Margaret étaient gercées. Sa main brûlée la lançait. Sa hanche saignait à travers le vieux pantalon de Daniel, là où la vitre l'avait coupé la nuit précédente. Elle ne se plaignit pas, ne ralentit pas, elle chevaucha simplement. Luke suivit son rythme, gardant les yeux sur l'horizon. Les cavaliers du matin ne réapparuront pas. Ils sauront, dit Margaret pour le télégramme. Cecil ne parlera pas, mais quelqu'un à Hayden le fera probablement. Alors, que se passe-t-il quand nous rentrerons? Crowley viendra à nous, selon nos conditions, sur notre terre. Ce qu'il reste de notre terre. La grange est toujours debout. Le puits est toujours bon. Le bétail est toujours en vie. Il marqua une pause. Et vous êtes toujours en vie. C'est tout ce qui compte. Vous continuez à le dire parce que vous continuez à l'oublier. Elle faillit sourire. Presque. Le sourire mourut quelque part entre sa bouche et ses yeux. Mais il vit la tentative et quelque chose en lui répondit. Un adoucissement, un relâchement, le plus petit changement possible chez un homme bâti de bordures et de choix encore plus durs. Ils atteignirent Red Hollow au crépuscule. La ville était différente. Margaret le sentit dès qu'ils traversèrent la rue principale. Les gens regardaient depuis les fenêtres, les portes, les ruelles sombres entre les bâtiments. Pas les regards hostiles d'avant. Quelque chose d'autre, quelque chose d'incertain, quelque chose qui sentait la peur. Pas la peur de Luke, la peur de ce qui allait arriver. Le vieux Henry Patterson sortit de son magasin alors qu'il passait. Il ne dit rien, hocha juste la tête. Un petit hochement de tête, le genre qu'un homme fait quand il choisit un camp et ne veut pas encore l'annoncer. Le docteur Ellen Whittaker se tenait devant son cabinet. Il vit la main brûlée de Margaret, le sang sur ses vêtements, la suie dans ses cheveux. « Madame Callahan, vous avez besoin de soins médicaux. »« J'ai besoin de beaucoup de choses, docteur. Les soins médicaux sont 3e sur la liste. Qu'est-ce qui est ce premier? » La justice. Le 2e est l'eau. Si vous avez de l'eau, je la prendrai maintenant et je m'occuperai de la justice demain. Le docteur Whittaker apporta 2 gourdes. Margaret en but une, Luke but l'autre. « J'ai vu votre maison, » dit le docteur doucement. « Je suis sorti ce matin quand j'ai entendu. Margaret, cet incendie était criminel. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Je sais qui l'a mis. Tout le monde sait qui l'a mis. La question est de savoir si quelqu'un le dira à voix haute. » Margaret le regarda.
Le ferez-vous? Le docteur Whittaker se frotta la mâchoire. Il avait 60 ans, une barbe grise, le genre d'homme qui avait mis au monde la moitié des enfants de Red Hollow et enterré les parents de l'autre moitié. Il avait été neutre toute sa vie. La Suisse avec un stéthoscope. Daniel était mon ami, dit-il finalement. Le meilleur ami que j'avais dans cette ville. Et j'ai été un lâche depuis sa mort. J'ai détourné le regard quand Crowley a acheté le ranch Dawson pour rien. J'ai détourné le regard quand la famille Miller a été chassée. Je me suis dit que ce n'était pas mon combat. Il se redressa. C'est mon combat maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Il a brûlé votre maison, Margaret, avec vous dedans. Ce n'est pas des affaires, c'est un meurtre. Le docteur Whittaker regarda Luke. Et vous, monsieur Mercer, je vous dois des excuses. J'ai cru les histoires. Toutes. La plupart sont vraies, dit Luke. Peut-être, mais celle qui compte, celle qui dit que vous êtes un monstre, celle-là n'est pas vraie. Un monstre ne sort pas une femme d'un incendie. Luke ne dit rien, mais Margaret vit sa gorge bouger. Le vit avaler quelque chose qui était coincé là depuis longtemps. La nouvelle se répandit rapidement. À la tombée de la nuit, 3 autres personnes étaient venues à la grange, car la grange était tout ce qu'il restait de Margaret. Et ces 3-là y vinrent comme les gens viennent à une église après une catastrophe. Non pas parce qu'ils croient, mais parce qu'ils en ont besoin. Sarah Brennan, veuve. Crowley avait acheté le magasin de son mari pour la moitié de sa valeur après qu'un mystérieux incendie ait détruit l'inventaire. Elle était restée silencieuse pendant 2 ans. Tom Harding, ranché. Ses droits sur l'eau avaient été réattribués par le juge Hawthorne il y a 6 mois. Il s'était battu et avait perdu. Et à la grande surprise de Margaret, Rose Whitfield, la femme du pasteur, entra dans la grange, la tête basse et les mains jointes, et la certitude vertueuse qu'elle avait arborée dans le magasin de Patterson complètement disparue. À sa place, il y avait quelque chose que Margaret reconnut. La honte, je suis venu m'excuser, dit Rose. Vous n'avez pas à le faire. Si je le dois, je me suis tenu dans ce magasin et j'ai traité votre mari de tueur, alors que le vrai tueur de cette ville achetait mon silence avec des dons à l'Église. Victor Crowley a donné 600 $ au fonds de construction l'année dernière. Je savais d'où venait l'argent. Je m'en fichais. Sa voix se brisa. Je me souciais plus de mon Église que de mon prochain, et pour cela, je suis vraiment désolé. Margaret prit les mains de Rose, les tint. Alors aidez-moi maintenant. Comment? Soyez un témoin. Quand le marshal viendra, dites-lui ce que vous savez. Parlez-lui des dons. Parlez-lui de la pression. Parlez-lui de chaque conversation que vous avez entendue au presbytère quand Crowley venait parler à votre mari. Les yeux de Rose s'écarquillèrent. C'était privé, Rose. Il a brûlé ma maison. Il a tué mon bétail. Il a peut-être tué mon mari. Le privé n'existe plus. Rose hocha lentement la tête, comme une femme sautant d'une falaise et faisant confiance au sol pour la rattraper. Je témoignerai. Un par un, ils vinrent cette nuit-là et le lendemain matin. Pas un déluge, un filet. Mais un filet, c'est comme ça que les rivières commencent. Au lever du soleil, Margaret avait 7 déclarations sous serment, 4 témoignages oculaires des tactiques d'intimidation de Crowley et la documentation médicale du Dr. Whittaker sur ses blessures de l'incendie. Luke organisa les preuves, les étiqueta, les croisa avec les documents de Daniel du coffre-fort. Il travailla avec la concentration d'un homme qui comprenait que l'arme la plus dangereuse de l'Ouest n'était pas un fusil. C'était du papier avec les bons noms dessus. Margaret le regarda travailler et ressentit quelque chose d'inattendu. De la fierté. Pas le genre romantique, le genre profond. Le genre que l'on ressent en regardant quelqu'un devenir la personne qu'il était censé être avant que le monde ne le brise. Luke, quand ce sera fini, quand Crowley sera arrêté et que la terre sera en sécurité et que la maison sera reconstruite, que nous arrivera-t-il? Il arrêta d'écrire, posa la plume. Que voulez-vous qu'il arrive? Je vous ai demandé en premier. Il se tourna pour lui faire face et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Pas de la peur, pas de la honte, pas le vide contrôlé qu'il portait comme une armure. Elle vit de l'espoir, petit, fragile et nouveau-né, clignant des yeux à la lumière comme une créature sortant d'un long souterrain sombre. « Je veux rester, dit-il, si vous voulez de moi. Pas à cause de la loi, pas à cause de la lettre de Daniel. À cause de vous, à cause de moi. Parce que vous êtes la première personne dans ma vie qui a regardé ce que je suis et qui n'a pas fui.
Parce que vous m'avez embrassé dans une grange pendant que votre maison brûlait. Et vous aviez le goût de la fumée et de la rage et de quelque chose que je ne peux pas nommer, mais que je veux passer le reste de ma vie à essayer de nommer. Les yeux de Margaret se remplirent. Elle les laissa faire. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, elle laissa les larmes venir sans les combattre, sans serrer la mâchoire, sans se détourner. « Je vous choisis, dit-elle. Pas parce que Daniel vous a envoyé, pas parce que la loi l'exigeait, parce que vous avez couru dans un incendie pour moi, parce que vous avez estiré le chapeau d'un homme au lieu de sa tête, parce que vous vous asseyez à l'extrémité du porche, comme si vous aviez peur de prendre trop de place dans ma vie. Et Luke Mercer, j'ai besoin que vous arrêtiez de vous asseoir si loin. » Il traversa la grange en 3 pas, prit son visage dans ses mains bandées, pressa son front contre le sien. « Je reconstruirai votre maison, dit-il. Notre maison. Notre maison. Et Luke, oui, vous prenez exactement la bonne quantité d'espace. » Il l'embrassa, doucement cette fois. Pas le baiser de feu et de fureur dans la grange la nuit précédente, mais quelque chose de plus doux. Quelque chose qui disait « Je suis là, je reste. Je ne suis pas l'homme qu'ils disaient que j'étais, et je vais passer le reste de ma vie à le prouver. » Le Marshal arriva le 3e jour. Thomas Beck entra dans Red Hollow avec 4 adjoints et un mandat fédéral. Et le son de ses sabots sur la rue principale fut le silence le plus assourdissant que Margaret ait jamais entendu. Chaque porte se ferma, chaque rideau de fenêtre se tira. La ville retint son souffle. Beck était un grand homme avec une moustache blanche et des yeux qui avaient une vue assez de corruption pour remplir un cimetière. Il descendit de cheval devant les restes brûlés du ranch Callahan et enleva son chapeau. Madame Mercer. Madame Callahan, Callahan porte le nom de mon premier mari. Beck hocha la tête. Madame, j'ai reçu votre message et celui de Denver, ainsi que 6 déclarations supplémentaires transmises par le bureau de télégraphe de Hayden par un certain Monsieur Cecil Watts, qui semble très motivé à voir la justice rendue. Margaret faillit rire. Cecil, l'homme mince aux doigts tachés d'encre, le lapin qui s'était avéré plus courageux que tous les lions de Red Hollow. « J'ai des preuves, dit Margaret. Elle lui tendit le dossier de Daniel. « Mon mari, le shérif Daniel Callahan, a compilé ceci avant sa mort. Fraude foncière, corruption judiciaire, incendie criminel, et je crois... » Sa voix se brisa. Elle continua. « Je crois que Victor Crowley a ordonné le meurtre de mon mari. » Beck ouvrit le dossier, lut. Son expression ne changea pas, mais sa mâchoire se serra à chaque page. « C'est complet, dit-il. Votre mari était un bonhomme de loi. Le meilleur. Nous devrons vérifier les documents, interroger les témoins. J'ai 7 déclarations sous serment. Le docteur Whittaker a des preuves médicales de mes blessures de l'incendie, et j'ai des témoins qui témoigneront du schéma d'intimidation de Crowley sur plusieurs propriétés. » Beck ferma le dossier, regarda Luke. « Et vous êtes Luke Mercer? »« Oui, monsieur. Le boucher de Silver Creek. » Luke ne cilla pas. « C'est comme ça qu'il m'appelle. Je sais comment il vous appelle. Je sais aussi ce que dit la grâce du gouverneur. Et je sais que 3 des hommes que vous avez tués à Silver Creek étaient sur une liste de recherche fédérale pour trafic. » Beck tendit la main. « Vous avez rendu service aux Marshals, monsieur Mercer. Non officiel, mais noté. » Luke lui serra la main, ne dit rien. Mais Margaret vit ses épaules s'abaisser légèrement, juste une fraction de pouce, comme si un poids qu'il portait avait été reconnu pour la première fois par quelqu'un ayant l'autorité de le reconnaître. Beck se tourna vers ses adjoints. « Allez au ranch de Crowley. Signifiez le mandat. S'il résiste, arrêtez-le. S'il fuit, poursuivez-le. Ils n'auront pas à le poursuivre. » Victor Crowley arriva en ville 1 heure plus tard, de son propre chef. Pas d'ouvrier, pas de contremaître, pas d'entourage, juste un homme à cheval qui avait finalement épuisé les gens prêts à faire son sale travail. Il descendit au centre de la rue principale, ajusta son manteau, regarda Margaret. « C'est une erreur, dit-il. Quoi que cette femme vous ait dit, Marshall, c'est l'invention d'une veuve éplorée manipulée par un tueur condamné. » « Monsieur Crowley, dit Beck, vous êtes en état d'arrestation pour fraude foncière, incendie criminel, corruption judiciaire et complot en vue de commettre un meurtre. Meurtre? C'est absurde. Je n'ai jamais... Nous avons récupéré des dossiers financiers du bureau du juge Hawthorne ce matin.
Il a été coopératif depuis que nous l'avons informé des peines fédérales pour obstruction. Il vous a nommé comme le principal responsable de la mort du shérif Daniel Callahan. La rue devint silencieuse. Margaret sentit le sol bouger sous ses pieds, pas physiquement, spirituellement. La chose qu'elle avait soupçonnée, la chose que Luke avait dite dans les cendres de sa maison. Quelqu'un s'est assuré qu'il meurt. N'était plus un soupçon, c'était un fait. Victor Crowley avait payé quelqu'un pour assassiner son mari. Ses genoux ne fléchirent pas. Sa voix ne se brisa pas. Elle se tenait dans la rue où Daniel avait marché chaque jour de sa vie en tant que shérif. Et elle regarda l'homme qui le lui avait pris. « Vous l'avez tué, dit-elle. » Le masque de Crowley se fissura. « Pas beaucoup, mais assez. » « Il était sur le chemin, dit Crowley. Et la désinvolture de cette phrase, la pure et nauséabonde désinvolture, frappa Margaret plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire. « C'était un homme, dit-elle. C'était mon mari. C'était le père des enfants que nous n'avons jamais eus. C'était la meilleure personne de cette ville. Et vous l'avez tué parce qu'il était sur votre chemin. Le chemin de fer vaut des millions. Le chemin de fer ne vaut rien comparé à une vie humaine. Et vous passerez le reste de la vôtre à comprendre cela. » Beck s'avança. La main de Crowley se déplaça vers son manteau. « Ne faites pas ça, » dit Luke. Un seul mot. Calme. Le mot le plus calme que Margaret ait jamais entendu un homme prononcer. Et il portait plus de poids qu'un coup de feu. La main de Crowley s'arrêta. « Je ne le ferai pas, » dit Luke. « Pas aujourd'hui, pas devant elle. » Crowley regarda Luke, les cicatrices, les mains bandées, les yeux qui contenaient 11 hommes morts, et la retenue de ne pas en faire un 12e. « Vous êtes un tueur, dit Crowley. Je l'étais. Mais la femme à côté de moi m'a montré qu'il y a quelque chose de plus difficile que de tuer. Qu'est-ce que c'est? Choisir de ne pas le faire. » Les adjointes de Beck s'avancèrent, menottèrent Crowley, le mirent sur un cheval. Alors qu'ils l'emmenaient, Crowley se tourna une dernière fois, regarda Margaret. « Votre mari était un imbécile, dit-il, et vous en avez épousé un autre. » Margaret s'avança. Sa voix était claire, stable, faite de fer et de soleil, et de 6 mois de chagrin forgé en quelque chose d'incassable. « Mon mari était un héros, et l'homme que j'ai épousé est la personne la plus courageuse de ce territoire. Vous n'avez pas le droit de parler d'eux. Pas aujourd'hui. Plus jamais. » Crowley ne dit rien. Ils l'emmenèrent. La rue resta immobile, puis lentement, comme la glace se fissurant sur une rivière au printemps, la ville commença à bouger. Les portes s'ouvrirent. Les gens sortirent. Des têtes hochèrent, des chapeaux se soulevèrent. Le vieux Henry Patterson traversa la rue et serra la main de Luke. Le docteur Whittaker passa son bras autour des épaules de Margaret. Rose Whitfield se tenait sur les marches de l'église et pleurait ouvertement. Et pour une fois, personne ne lui dit d'arrêter. Et Margaret Callahan, veuve, ranchée, combattante, épouse, se tenait au milieu de Red Hollow et se laissa ressentir quelque chose dont elle avait oublié l'existence. Pas la victoire, pas le soulagement, la justice. Le genre qui n'efface pas ce qui a été perdu, mais l'honneur. Le genre qui dit « Tu comptais, ta vie comptait, et les gens qui t'ont pris à moi en répondront. » Elle chercha la main de Luke, la trouva, la tint. Il tint la sienne en retour. Et pour la première fois en 6 mois, la ville de Red Hollow ne détourna pas le regard. Margaret ne dormit pas non plus cette nuit-là, mais pour une raison différente. Pas la peur, pas le chagrin, pas le vide creux et douloureux qui avait vécu dans sa poitrine depuis les funérailles de Daniel. Quelque chose d'autre, quelque chose d'agité, de vivant et d'inconnu, comme une graine s'ouvrant sous terre, poussant vers une vie qu'elle n'avait pas encore vue. Elle s'assit sur une botte de foin dans la grange, sa maison maintenant, sa seule maison, et elle tenait le dossier de Daniel sur ses genoux, et elle lut son écriture une dernière fois. Pas les preuves, pas les documents légaux, la note qu'il avait écrite à l'intérieur de la couverture, celle qu'elle n'avait pas remarquée jusqu'à ce soir, parce qu'elle avait été trop occupée à survivre pour regarder de près. « Maggie, si tu lis ceci, je suis parti. Et je suis désolé. Pas d'être mort, de ne pas t'avoir dit plus tôt à quel point les choses étaient dangereuses. Je pensais que je pouvais régler ça seul. J'avais tort. Tu as toujours été la plus forte. Je ne voulais juste pas que tu aies à le prouver. Daniel. » Elle pressa le papier contre ses lèvres, ferma les yeux. « Je l'ai prouvé, » murmura-t-elle. « J'espère que tu as vu. »
Luke la trouva là à l'aube. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la grange, chapeau à la main, et il ne parla pas jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Le Marshal Beck veut nous voir, dit-il. Tous les deux. À la mairie. À quelle heure? Maintenant. Margaret se leva, épousseta le foin du pantalon de Daniel. Elle le portait toujours. Portait toujours sa chemise, le portait toujours contre sa peau, parce que c'était tout ce qu'il lui restait d'un homme qui lui avait tout donné et qui avait été pris trop tôt. Margaret. Oui. Ça va? Elle le regarda, les brûlures sur ses bras qui commençaient à cicatriser, les bandages sur ses mains qu'elle avait fait elle-même, la cicatrice sur sa mâchoire qu'elle avait embrassée la nuit dernière. Une fois, rapidement, avant qu'ils ne s'installent dans des bottes de foin séparées et prétendent que le maître 20 d'entre eux comptait encore. Je ne sais pas ce que je suis, dit-elle. Mais je suis debout. C'est assez pour l'instant. Ils allèrent en ville ensemble, comme avant. Luke sur sa jument, Margaret conduisant le chariot. Mais cette fois, personne ne chuchota, personne ne dévisagea, personne ne se détourna. Au lieu de cela, Henry Patterson fit un signe de la main depuis son magasin. Le docteur Whittaker souleva son chapeau depuis le porche de son cabinet. Deux femmes que Margaret connaissait à peine hochèrent la tête à son passage, et l'une d'elles, une jeune mère avec un bébé sur la hanche, dit « Bonjour, Madame Callahan, que Dieu vous bénisse. » La gorge de Margaret se serra. Elle hocha la tête en retour. La mairie était pleine. Pas bondée, pleine. Chaque siège était pris. Des gens debout le long des murs. Des ranchers, des commerçants, des épouses, des enfants. Tout Red Hollow entassé dans une pièce qui sentait la poussière, la sueur, et quelque chose que Margaret ne put nommer au début, mais qu'elle reconnut d'un instant plus tard, la honte collective, le genre qui s'installe sur une communauté quand elle réalise qu'elle a regardé une femme souffrir et n'a rien fait. Le genre qui ne se lève pas tant que quelqu'un ne le dit pas à voix haute. Le Marshal Beck se tenait à l'avant. À côté de lui se trouvait un homme que Margaret ne reconnaissait pas, mince aux traits fins, portant un costume trop propre pour le Wyoming. « Madame Callahan, » dit Beck. « Monsieur Mercer, merci d'être venu. » Margaret s'assit au premier rang. Luke se tenait derrière elle. Elle pouvait le sentir, ne la touchant pas, mais proche, une présence, un mur. « Je vais aller droit au but, » dit Beck. Victor Crowley a fait des aveux complets. En échange d'éviter la potence, il a détaillé chaque acquisition illégale de terre, chaque acte d'incendie criminel, chaque pot de vin, et Beck marqua une pause. Sa voix baissa, et l'embauche d'un homme nommé Jonas Pike pour assassiner le shérif Daniel Callahan. La salle haleta. Pas tout le monde, certains savaient déjà, avaient entendu par le filet de vérité qui coulait à travers Red Hollow depuis l'arrestation. Mais l'entendre prononcer à voix haute, officiellement, par un marshal fédéral, transforma le soupçon en pierre. Margaret ne haleta pas. Elle resta immobile. Elle avait déjà pleuré pour ça, déjà ragé pour ça, déjà embrassé un homme dans une grange en feu à cause de ça. Elle n'avait plus rien à donner au choc, sauf le silence. Jonas Pike, dit-elle. Où est-il? Mort. Tué dans une bagarre de bar à Deadwood il y a 4 mois. Il n'y aura pas de procès pour le meurtre lui-même, mais Crowley fera face à des accusations de complot devant un tribunal fédéral. Donc, personne ne répond de la mort de Daniel. Pas directement. Beck croisa son regard. Crowley passera le reste de sa vie dans une prison fédérale. Je sais que ce n'est pas la même chose que... Non, ce n'est pas la même chose. La voix de Margaret était stable, dure, la voix d'une femme qui avait appris que la justice n'est pas un repas. C'est une gorgée d'eau quand on meurt de soif. Ça vous garde en vie, mais ça ne vous rassasie pas. Cependant, continua Beck, il y a une deuxième affaire. Il fit un geste vers l'homme au costume propre. Voici Arthur Wynne, commissaire aux terres territoriales. Wynne s'avança. Il tenait un document comme si c'était quelque chose de fragile, quelque chose d'important. Madame Callahan, le gouvernement territorial a examiné les transferts de terres frauduleux orchestrés par M. Crowley au cours des 3 dernières années. 14 propriétés ont été acquises illégalement. 7 familles ont été déplacées. 3 maisons ont été détruites. Il marqua une pause. La vôtre étant la plus récente. Je suis au courant. Le gouverneur a émis un décret.
Toutes les propriétés acquises frauduleusement seront restituées à leurs propriétaires d'origine ou à leurs familles survivantes. Des fonds de restitution seront alloués à partir des actifs saisis de Crowley pour la reconstruction et les dommages. Margaret cligna des yeux. Vous dites que je récupère la terre? Madame, la terre a toujours été à vous. La loi a juste mis un peu de temps à rattraper son retard. Quelque chose se brisa en elle, non pas en morceaux, mais s'ouvrit, comme un poing se desserrant après des mois de prise si serrée que les ongles faisaient couler le sang. Elle sentit la main de Luke sur son épaule, légère, prudente, demandant la permission avec la pression plutôt qu'avec des mots, et elle leva la main et la couvrit de la sienne. Il y a plus, dit Wynne. Il ouvrit le document. La loi sur la tutelle qui vous obligeait à vous marier pour conserver votre propriété, la loi qui a déclenché tout cela, a été signalée pour révision par la législature territoriale. Votre cas, Madame Callahan, a été cité comme preuve de son potentiel d'abus. Signalé pour révision n'est pas abrogé. Non, mais c'est un début. Un début. Margaret se leva. Elle regarda la salle, chaque visage qu'il avait regardé lutter, l'avait regardé brûler, l'avait regardé épouser un étranger pour garder ce qui était à elle. Un début aurait été que l'un d'entre vous se lève il y a 6 mois et dise que cette loi était mauvaise. Un début aurait été qu'une personne, une seule, mais pas vient à ma porte après la mort de Daniel et me demande ce dont j'avais besoin au lieu de ce que j'abandonnerais. La salle était silencieuse. Je ne vous en veux pas, dit-elle. Plus maintenant. Ah, moi aussi maintenant. Crowley a fait de nous tous des lâches, y compris moi. J'étais trop fier pour demander de l'aide. Vous aviez trop peur pour en offrir. Et un homme bon est mort parce qu'aucun de nous n'a été assez courageux pour faire ce qu'il faisait chaque jour, se tenir entre le loup et le troupeau. Elle marqua une pause, laissa les mots s'installer. Mais je demande maintenant, pas pour moi, pour chaque femme de ce territoire qui est à un mari mort de perdre tout ce qu'elle a construit, pour chaque veuve à qui on a dit que sa terre n'était pas la sienne, pour chaque mère à qui on a dit qu'elle avait besoin du nom d'un homme sur un acte de propriété pour compter. Sa voix s'éleva, ne criant pas, remplissant juste la pièce. Cette loi doit changer, pas être révisée, changer. Et j'ai l'intention d'être celle qui la changera. Rose Whitfield se leva. Ne dit rien, se leva simplement. Puis Sarah Brennan, puis Tom Harding, puis le docteur Whittaker et Henry Patterson, et la jeune mère avec le bébé, et un homme à qui Margaret n'avait jamais parlé de sa vie, qui possédait la forge et avait des larmes coulant sur son visage buriné. Un par un, comme des dominos, comme une congrégation répondant à un appel. 30 personnes debout dans une pièce qui avait été silencieuse pendant des années. Margaret les regarda et sentit tout le poids de ce que Daniel avait cru, que les gens étaient bons, que les communautés pouvaient guérir, que la loi n'était aussi forte que les gens prêts à se battre pour elle. Elle l'avait cru naïf. Il avait eu raison depuis le début. Le Marshal Beck s'éclaircit la gorge. Madame Callahan, je recommanderai personnellement votre pétition au bureau du gouverneur. Et pour ce que ça vaut, il souleva son chapeau, votre mari serait fier. Je sais, dit Margaret, il l'a toujours été. La réunion se termina. Les gens sortirent lentement, s'arrêtant pour toucher la main de Margaret, pour hocher la tête à Luke, pour échanger des regards qui en disaient plus que les mots. Quelque chose avait changé à Red Hollow. Pas réparé, changé. De la façon dont un os se remet en place après avoir été cassé. Ça faisait encore mal, mais ça commençait à guérir. Dehors, Luke s'appuya contre le chariot et la regarda dire au revoir à Rose Whitfield. Il n'interrompit pas, ne se pressa pas, attendit simplement comme il le faisait toujours, patient, stable, prenant exactement l'espace qu'elle lui avait donné la permission de remplir. Quand Rose partit, Margaret s'approcha et s'appuya contre le chariot à côté de lui, épaule contre épaule. « Vous savez ce que Daniel dirait dans ce moment? » dit-elle. « Quoi? » Il dirait, « Maggie, tu viens de faire un discours devant 30 personnes dans le vieux pantalon de ton mari. Tu devrais peut-être acheter une robe. » Luke rit. Margaret se figea. Elle ne l'avait jamais entendu rire. Pas une seule fois. Pas un gloussement, pas un demi-sourire, pas même le fantôme d'amusement qu'elle avait vu traverser son visage dans le magasin général. C'était un vrai rire. Court, rauque, surpris de lui comme une toux, et ça changea tout son visage. L'ouvrit, le fit paraître plus jeune, le fit ressembler à l'homme qu'il aurait pu être si le monde n'avait pas mis 30 coupes de fouet sur son dos
et 11 tombent dans sa conscience. C'est la première fois que je vous entends faire ça, dit-elle. C'est la première fois que je fais ça depuis longtemps. Depuis combien de temps? Il y réfléchit. Avant la guerre, c'est trop long, je sais. Elle lui donna un coup d'épaule. Je vais me donner pour mission de réparer ça. Soyez prévenus, je me considère prévenu. Ils retournèrent au ranch dans un silence qui n'avait rien à voir avec les murs, la distance ou la chorégraphie prudente d'étrangers. C'était le silence de deux personnes qui avaient dit les choses difficiles et y avaient survécu. Le silence confortable et familier de la confiance. La grange attendait, le bétail paissait, le puits était propre, et près du poteau de clôture le plus proche de la route, quelqu'un avait laissé un paquet. Margaret descendit et le déballa. À l'intérieur, une miche de pain, un pot de confiture, une courte pointe en patchwork et un mot. De vos voisins, nous aurions dû faire ça il y a des mois. Margaret serra la courte pointe contre sa poitrine et laissa couler 2 larmes. Juste 2. Puis elle s'essuya le visage et porta tout à l'intérieur. Luke travaillait déjà. Il avait sorti du bois du hangar à foin des planches qui avaient été stockées pour des réparations de clôture. Et il mesurait, marquait, coupait, construisait quelque chose. « Que faites-vous » demanda Margaret. « Je commence la maison. » « Luke, nous n'avons pas assez de bois pour une maison. Nous en avons assez pour un plancher. Un plancher est un début. Vous et vos débuts. Un plancher, puis des murs, puis un toit. Une chose à la fois. » Elle le regarda travailler, regarda la façon dont ses mains brûlées agrippaient la scie, la façon dont ses épaules se contractaient sous la chemise qu'elle avait rapiécée avec du fil de la grange. Il travaillait comme il faisait tout, méthodiquement, minutieusement, comme si l'acte de construire quelque chose pouvait défaire les années qu'il avait passées à démolir des choses. « Luke », il leva les yeux. « Je veux vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit à l'endroit derrière la grange où Daniel était enterré. Elle avait creusé la tombe elle-même, n'avait laissé personne d'autre le faire, et elle l'avait marqué d'une croix en bois qu'elle avait gravée de ses initiales. Elle n'y était pas retournée depuis les funérailles. Luke enleva son chapeau, le tint contre sa poitrine. Margaret s'agenouilla à côté de la tombe, posa sa main à plat sur la terre. « Daniel, dit-elle, j'ai trouvé tes lettres, les 2 et les preuves, et je veux que tu saches que c'en est fini de Crowley. C'est terminé. Le marshal est venu et la ville s'est levée. Et ton cas, ton combat est terminé. » Elle marqua une pause, respira. « Je veux aussi que tu saches pour Luke. Je sais que tu l'as envoyé. Je sais que tu lui as fait confiance et je veux que tu saches que tu avais raison. C'est un homme bon, meilleur qu'il ne le croit, meilleur que ce que cette ville méritait. » Sa voix se brisa. Elle la laissa faire. « Et je l'aime, Daniel. Pas comme je t'ai aimé. Rien ne sera jamais comme je t'ai aimé, mais d'une manière qui est réelle, méritée et honnête. Et je pense, j'espère que tu voudrais ça pour moi. » Elle se leva, s'essuya le visage du dos de la main. Luke la fixait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. Pas vide, pas sur la défensive, quelque chose de grand ouvert, de brut et de non protégé, comme un homme qui venait de regarder quelqu'un lui donner la permission d'exister. « Vous le pensiez, dit-il. Sa voix était rauque, plus rauque que d'habitude. Ce que vous avez dit sur le fait de m'aimer, je ne dis pas des choses que je ne pense pas, Luke, plus maintenant. Pas après tout ça. Vous me connaissez depuis 3 semaines. Je vous connais depuis plus longtemps que ça. Je vous ai connu quand vous êtes entré dans ce tribunal et que vous avez proposé d'épouser une étrangère parce qu'un homme mort vous l'avait demandé. Je vous ai connu quand vous avez réparé mes clôtures sans qu'on vous le demande. Je vous ai connu quand vous m'avez parlé du colonel Briggs, du fouet et du campement que vous n'avez pas pu sauver. » Elle s'approcha. « Et je vous ai connu quand vous m'avez tiré par une fenêtre à main nue et que vous avez saigné sur tout le sol de ma cuisine. Je n'ai pas besoin d'années, Luke. J'ai besoin de vérité. Et vous m'avez donné plus de vérité en 3 semaines que la plupart des gens n'en donnent en une vie. » Il mit son chapeau, l'enleva, le remit. Elle ne l'avait jamais vu nerveux. L'homme qui avait affronté 3 cavaliers et tiré le chapeau de la tête d'un homme au grand galop était nerveux parce qu'une femme avait dit qu'elle l'aimait. « Je ne sais pas comment faire ça, dit-il. Faire quoi? Être à quelqu'un, être à vous. Je sais comment traquer un homme à travers un désert. Je sais comment survivre avec rien pendant des semaines. Je sais comment tuer et je sais comment construire et je sais comment suivre les ordres.
mais je ne sais pas comment être un mari, un vrai. Pas un arrangement légal, pas un tuteur sur un bout de papier. Un mari. Margaret prit sa main, celle bandée, la teinte entre les siennes. On apprend. De la même manière que j'ai appris à gérer un ranch après la mort de Daniel. De la même manière que j'ai appris à me tenir dans un tribunal et à ne pas craquer. De la même manière qu'on apprend à marcher dans un incendie, elle serra. On le fait, c'est tout. Et quand on se trompe, on essaye à nouveau. Et quand on réussit, on s'accroche. Et si je vous fais du mal, vous ne le ferez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Je le peux, parce que les hommes qui font du mal aux gens ne s'inquiètent pas de faire du mal aux gens. Ils le font, c'est tout. Le fait que vous soyez là à me poser cette question est la réponse à cette question. Il ferma les yeux. Elle regarda sa mâchoire travailler, regarda les muscles de sa gorge se tendre et se relâcher, regarda un homme qui avait porté 11 hommes morts et 30 coups de fouet et le poids d'un nom qu'il n'avait jamais choisi, finalement, enfin, poser quelque chose. D'accord, dit-il. D'accord, d'accord, j'apprendrai, j'essaierai, je me tromperai et j'essaierai à nouveau. Il ouvrit les yeux. Mais Margaret, oui, j'ai besoin que vous sachiez une chose qui est vraie, que je n'ai jamais dite à une autre personne vivante et que je dois dire avant de perdre mon courage. Dites-le. Je vous aime. Pas parce que Daniel m'a demandé de vous protéger. Pas parce que la loi nous a réunis. Pas parce que vous êtes courageuse ou forte ou belle, bien que vous soyez les trois. Il soutint son regard. Je vous aime parce que quand je suis avec vous, les voix s'arrêtent. Celles qui me disent ce que je suis, celles qui comptent les mains. Quand je suis avec vous, il y a le silence. Et j'ai cherché le silence toute ma vie. Margaret l'embrassa, lentement, délibérément. Le genre de baiser qui n'est pas une question de passion ou de feu ou de la collision désespérée de deux personnes en crise. Le genre qui dit « Je suis là, je choisis ça, je vous choisis, pas pour une nuit, pas pour une saison, pour le reste du temps que Dieu nous donne sur cette prairie. » Il l'atteint comme si elle était la dernière chose solide dans un monde qui avait essayé de le faire tomber pendant 34 ans. Elle le tint comme s'il était la réponse à une question qu'elle se posait depuis le jour où elle avait enterré son mari et s'était tenue au bord d'un avenir vide, en se demandant s'il restait quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre. Il y en avait. Il y en a. Il y en avait toujours eu. 3 mois plus tard, la maison était terminée. Pas reconstruite. Construite à neuf. Plus grande que l'original. 2 chambres au lieu d'une, parce que Margaret avait des projets dont elle n'avait pas encore parlé à Luke, mais qu'il avait probablement deviné à la façon dont elle était malade chaque matin depuis 2 semaines et à la façon dont le docteur Whittaker lui avait souri lors de sa dernière visite et avait dit « Félicitations, Madame Callahan ». Elle ne l'avait pas corrigé cette fois-là, mais elle était rentrée chez elle et s'était assise sur le nouveau porche. Le porche que Luke avait construit de ses propres mains et des mains de 12 voisins qui s'étaient présentés un samedi matin, avec du bois et des clous, et le genre d'aide pleine d'excuses qui viennent après qu'une communauté a fait face à son propre échec. Et elle avait regardé la terre qui était la sienne, légalement, officiellement, avec son nom sur l'acte de propriété et aucune tutelle d'homme requise. La législature territoriale avait abrogé la loi. Pas révisé, abrogé. Le témoignage de Margaret, livré à Cheyenne devant 14 législateurs et une galerie pleine de femmes venues de tous les coins du Wyoming, avait été le vote décisif. Elle avait porté une robe ce jour-là, en coton bleu du magasin de Patterson. Luke avait dit qu'elle était magnifique. Elle avait dit qu'il avait l'air terrifié. Il avait dit qu'il l'était, mais pas de la législature. Des 50 femmes dans la galerie qui n'arrêtaient pas de le regarder comme s'il était une sorte de héros. « Je ne suis pas un héros », avait-il dit. Vous avez épousé une veuve pour sauver sa terre, l'avez sortie d'un incendie, avez semé 3 hommes armés et aidé à faire tomber l'homme le plus puissant du territoire. Comment appelleriez-vous ça? Mardi, elle avait ri, il avait souri. Pas le demi-tic du magasin général, un vrai sourire, le genre qui atteignait ses yeux et y restait. Luke avait reçu une lettre du gouverneur la semaine précédente, une reconnaissance officielle de service. Pas une médaille, pas un titre, juste un bout de papier qui disait que le territoire du Wyoming reconnaissait Luke Mercer comme un homme d'honneur et un citoyen en règle. Il l'avait lu une fois, l'avait plié, l'avait mise dans la poche de son manteau à côté des lettres de Daniel. « Vous gardez tout ça ?» avait demandé Margaret.
Je garde les choses qui comptent. Cette poche va être bondée. Je me débrouillerai. Maintenant, elle était assise sur le porche, regardant le soleil se coucher, et elle écoutait Luke à l'intérieur de la maison. Leur maison. En train d'accrocher une étagère qu'elle avait demandé 3 fois et qu'il avait fait semblant d'oublier parce qu'il était occupé à construire un berceau dans la grange quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Elle savait pour le berceau, elle l'avait vu hier, en pin poncé à la main, avec de petits chevaux sculptés sur la tête de lit. Elle s'était tenue dans l'embrasure de la porte de la grange et l'avait regardé y travailler. Et elle avait pressé sa main sur son ventre et pensé, « Daniel, tu devrais voir ça. L'homme que tu m'as envoyé construit un lit pour un enfant dont il ne connaît pas encore l'existence. » Ou peut-être qu'il le savait. Luke remarquait tout. Les nausées matinales, la façon dont elle avait arrêté de boire du café, la façon dont sa main dérivait vers son ventre quand elle pensait que personne ne regardait. Il le savait probablement, il attendait juste qu'elle le lui dise. « Luke », appela-t-elle. C'est pas traversant de la maison. Il apparut dans l'embrasure de la porte, de la chure dans les cheveux, un marteau à la main. « Oui, viens t'asseoir avec moi. » Il posa le marteau, sortit, s'assit à côté d'elle. Pas à l'extrémité des marches, juste à côté d'elle, épaule contre épaule. Pas de distance, pas d'espace délibéré, juste 2 personnes qui avaient gagné le droit d'être proches. Margaret prit sa main. Les cicatrices de la vitre s'étaient guéries en fines lignes blanches sur ses paumes. Elle en traça une avec son doigt. « J'ai quelque chose à te dire. Je sais. » Elle le regarda. « Tu sais? » « Margaret, j'ai traqué des hommes à travers 3 territoires. Tu penses que je ne peux pas dire quand une femme arrête de boire du café et se met à pleurer au coucher de soleil? Je ne pleure pas au coucher de soleil. Tu as pleuré hier et avant-hier. Ce n'étaient pas des larmes, c'était des allergies. En juillet, au Wyoming, des allergies. Elle rit. Le rire sortit humide, brisé et magnifique, et il la serra contre lui et la tint là. « Tu as peur? » demanda-t-elle. Terrifiée. « Bien. Moi aussi, je ne connais rien au bébé. Tu ne connaissais rien au fait d'être un mari non plus. Tu as appris. J'apprends encore. Tu te débrouilles bien. » Il resta silencieux un moment, puis... Daniel aurait été un bon père. Le cœur de Margaret se serra. Pas de douleur, de la tendresse douce amère et poignante d'entendre cet homme balafré, craint, racheté, magnifique, honorer le fantôme qui vivait encore entre eux. « Il l'aurait été, dit-elle. Et toi aussi. Comment le sais-tu? Parce que les bons pères sont juste de bons hommes qui sont présents. Et Luke Mercer, tu n'as jamais manqué d'être présent. » Il pressa ses lèvres sur ses cheveux, les lui laissa. « Je construirai un porche plus grand, dit-il. »« Pourquoi? Parce que je suppose qu'un enfant aura besoin de place pour courir. » Elle sourit, se pencha contre lui, sentit son cœur battre à travers sa chemise. Stable, fort, le battement de cœur d'un homme qui avait traversé le feu et en était sorti de l'autre côté, et avait découvert, contre toute attente, contre toutes les histoires jamais racontées sur lui, qu'il était capable de quelque chose de plus que la violence. Il était capable d'amour. Et Margaret Callahan, veuve, ranchée, combattante, épouse, mère, était assise sur le porche d'une maison construite de cendres et de bois, et du refus obstiné et incassable de laisser les loups gagner. Et elle regarda le soleil se coucher sur une prairie qui n'était plus silencieuse, plus vide, plus en attente. Elle était pleine, pleine du son des coups de marteau de l'intérieur de la maison, pleine du bétail meuglant dans le pâturage sud, pleine du vent se déplaçant à travers l'herbe qui avait survécu aux pires étés de l'histoire du Wyoming et qui poussait encore, pleine de la respiration calme d'un homme à côté d'elle, pleine du battement de cœur d'un enfant sous le sien, pleine d'un avenir que personne ne lui avait donné, qu'elle avait mérité, pour lequel elle s'était battue, avait saigné et qu'elle avait choisi. Dans une terre où les femmes étaient appelées des biens et les hommes jugés par le sang, Margaret Callahan choisit son propre nom, garda sa propre terre et aima un homme que le monde disait qu'elle devrait craindre. Et Luke Mercer, le boucher de Silver Creek, le hors-la-loi, le fantôme avec 11 tombes et 30 cicatrices, choisit d'être quelque chose que le monde n'attendait jamais. Un mari, un père, un homme qui construisait des choses au lieu de les briser. Et la prairie brûla, non pas de feu, non pas de destruction, mais de vie.